Et si je vous disais que certains des plus beaux trésors de l'histoire recèlent des secrets si sombres que le simple fait de les toucher a coûté la vie à de nombreuses personnes au fil des siècles? Imaginez-vous debout dans les couloirs silencieux d'un grand domaine, où les ombres dansent sur les sols de marbre, et où d'anciens portraits semblent observer chacun de vos mouvements. L'air porte le parfum subtil du vieux bois et des secrets oubliés. Entre vos mains repose un objet d'une beauté extraordinaire, une relique façonnée il y a des siècles pour la royauté, ornée de pierres précieuses qui captent la lumière comme des étoiles emprisonnées. Pourtant, quelque chose cloche profondément. Vos doigts se refroidissent contre la surface ornée et une angoisse inexplicable s'installe dans votre poitrine comme l'emprise glacée de l'hiver. Cette sensation ne naît pas de l'imagination, c'est une réalité historique documentée. À travers les siècles, d'innombrables individus ont vécu exactement cette sensation, en rencontrant des artefacts si imprégnés de tragédie qu'ils semblent porter les ténèbres dans leur essence même. Ce soir, vous découvrirez 3 reliques maudites spécifiques dont les histoires documentées révèlent un schéma glaçant. Chaque bel objet a réclamé exactement 5 vies, avant que les scientifiques puissent enfin comprendre pourquoi. Ce qui rend ces histoires particulièrement fascinantes, c'est la façon dont la science moderne, avec tout notre équipement avancé et notre pensée rationnelle, lutte encore pour expliquer ce que les générations précédentes attribuaient aux malédictions. Vous entendrez des témoignages détaillés de chercheurs et docteurs, de conservateurs de musées et de spécialistes légistes, qui ont documenté des phénomènes qui défient notre compréhension de la façon dont la conscience et la matière interagissent. Installez-vous donc confortablement tandis que nous explorons des cas vérifiés où la beauté et l'horreur se sont entremêlées, où l'artisanat le plus exquis dissimulait les tragédies les plus inexplicables. Le concept d'objet maudit est aussi ancien que la civilisation elle-même. Les anciens Égyptiens enterraient leurs pharaons avec des trésors destinés à les accompagner dans l'au-delà, mais aussi avec des avertissements gravés dans la pierre, menaçant de terribles destins ceux qui troubleraient leur repos éternel. Les cours européennes médiévales chuchotaient à propos de bijoux enchantés qui apportaient la ruine à leurs porteurs, tandis que les dynasties asiatiques transmettaient des récits d'artefacts impériaux qui exigeaient du sang en échange de leur pouvoir. Mais qu'est-ce qui transforme un bel objet en quelque chose de redouté? Imaginez-vous, si vous le voulez bien, assis dans un fauteuil confortable près d'un feu de cheminée crépitant, contemplant ce mystère ancestral. Visualisez les mains qui ont d'abord façonné ces reliques, des artisans maîtres travaillant à la lueur vacillante des bougies, versant leurs compétences et leur âme dans la création de quelque chose de magnifique. Pourtant, souvent, ces objets sont nés de la tragédie, commandés en temps de guerre, de trahison ou de pertes dévastatrices. Ils ont absorbé les émotions de leurs créateurs, le désespoir de leurs commanditaires et la violence des époques où il fut recréé. Considérez le poids de l'histoire qui s'installe sur un objet quand il passe de main en main à travers les siècles. Chaque propriétaire apporte sa propre histoire, ses propres luttes, sa propre disparition éventuelle. Quand une belle couronne assiste à l'exécution de son porteur, quand un poignard orné devient l'instrument de la chute de son propriétaire, quand une amulette précieuse échoue à protéger son porteur d'un destin horrible, quelque chose change dans l'essence même de ces objets. Les cours royales d'Europe étaient un terrain particulièrement fertile pour de tels artefacts. Imaginez-vous comme un observateur silencieux dans ces halls opulents, où le pouvoir signifiait tout et la confiance ne signifiait rien, où les objets devenaient des dépositaires de l'ambition humaine, de la jalousie et de la peur. Pourtant, même en décrivant des temps si sombres, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que l'esprit humain inébranlable a perduré à travers des siècles d'intrigues palatiales, créant des histoires qui nous captivent depuis notre point de vue sûr et confortable du présent. Prenez par exemple l'atmosphère qui entourait les regalias royaux en temps de bouleversement politique. Imaginez les joyaux de la couronne d'une monarchie au bord de l'effondrement, chaque pierre précieuse témoin du désespoir des dirigeants s'accrochant au pouvoir. Ces objets, façonnés pour symboliser l'autorité divine, devinrent plutôt des symboles de mortalité, des rappels que même les dirigeants les plus puissants sont soumis aux caprices du destin. Le poids psychologique de posséder de tels objets ne peut être sous-estimé. Imaginez-vous installé dans un coin de lecture confortable, contemplant ceci. Si vous vous trouviez soudainement en possession d'une relique avec une réputation sombre, chaque malheur pourrait sembler connecté à l'objet maudit. L'esprit humain, cherchant des modèles et des explications, commence à voir des connexions là où peut-être aucune n'existe, pourtant la peur devient réelle, et la peur elle-même devient une sorte de malédiction. Considérez ces artefacts comme de véritables éponges émotionnelles, absorbant des siècles de drames humains. Les couronnes et regalias royaux ont été témoins de l'ascension et de la chute des monarques. Les bijoux ont porté le poids de l'amour transformé en trahison, et les armes ont supporté le fardeau des vies prises dans des circonstances brutales. Chaque objet est devenu un dépositaire silencieux de l'expérience humaine.
Ce qui est fascinant, c'est la façon dont ces histoires ont évolué et grandi à chaque nouvelle narration. Comme des contes chuchotés partagés autour d'un foyer chaleureux lors des nuits d'hiver. Une série coïncidentale de malheurs se transformerait, à travers le prisme de l'histoire et de l'imagination humaine, en force surnaturelle capable de s'étendre à travers les siècles. La ligne entre faits documentés et légendes embellies devient magnifiquement floue, créant des récits bien plus captivants que de simples archives historiques. Réfléchissez à la façon dont la simple réputation d'être maudit peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Lorsque les gens abordent un objet avec crainte et dans l'attente d'un malheur, ils peuvent inconsciemment prendre des décisions qui mènent à des résultats négatifs, devenant plus négligents, plus anxieux, plus sujets aux accidents. De cette façon, la malédiction devient réelle non pas par des moyens surnaturels, mais par le pouvoir très humain de la croyance et de l'attente. Pourtant, même les historiens les plus sceptiques doivent reconnaître des patterns remarquables. Imaginez-vous comme un érudit bienveillant, enveloppé dans une couverture chaude tout en étudiant ses mystères à la lueur d'une chandelle. Quand les mêmes types de tragédies suivent un objet à travers plusieurs propriétaires sur différents siècles et cultures, même les esprits rationnels commencent à se demander s'il pourrait y avoir plus dans ces histoires que de simples superstitions. La préservation de ces récits témoigne de quelque chose de profond dans la nature humaine. Notre besoin de trouver du sens dans la souffrance, de créer des explications pour l'inexplicable. Ces reliques maudites deviennent des points focaux pour nos peurs concernant la mortalité. Pourtant, elles nous rappellent aussi la résilience de l'esprit humain qui affronte l'incertitude avec courage et curiosité, génération après génération. Alors que nous nous préparons à approfondir ces histoires fascinantes, imaginez-vous vous installant dans le coin le plus confortable d'une grande bibliothèque, entouré de volumes reliés en cuir et de la douce lueur des lampes de lecture. Imaginez-vous comme un conservateur dans une chambre forte de musée, entouré d'objets d'une immense valeur historique. Chaque artefact repose silencieusement dans sa vitrine, beau et mystérieux, portant en lui les échos de vies vécues et perdues. Certains semblent rayonner de chaleur et de paix, tandis que d'autres semblent émaner un frisson qui parle de mystères que nous ne commençons qu'à comprendre. Ce soir, depuis le confort de ce voyage à travers l'histoire, nous explorerons les plus infâmes de ces reliques. Nous rencontrerons les gens dont les vies se sont entremêlées avec ces artefacts maudits, empereurs et reines, marchands et érudits, chacun attiré par un charme indéniable, chacun faisant face à des forces au-delà de leur compréhension. Pourtant, dans leur lutte, nous voyons la même résilience et le même courage qui définissent l'esprit humain à travers tous les âges. Les histoires que nous découvrons s'étendent sur les continents et les siècles, unies par des thèmes d'ambition, d'amour, de trahison, et le désir humain éternel de posséder quelque chose de beau et de puissant. Ces récits montrent comment les objets peuvent transcender leur nature matérielle, comment l'histoire et l'émotion humaine peuvent transformer les métaux précieux et les pierres en réceptacles d'une complexité extraordinaire. Mais la première victime de cette relique particulière choquerait même les historiens les plus sceptiques. Pas un paysan superstitieux ou un noble avide de pouvoir, mais quelqu'un dont la profession même aurait dû les protéger de telles peurs anciennes. Laissez-moi vous ramener en 1789 pour témoigner de la façon dont cette tragédie ancienne s'est d'abord déroulée. L'identité de la victime enverrait des ondes de choc à travers la cour royale, car il ne s'agissait de nulle autre que la princesse Éléonore de Guyenne, la propre nièce bien-aimée du roi. Imaginez, si vous le voulez bien, une jeune femme de seulement 19 ans, connue dans tout le royaume pour son sourire radieux et son esprit doux. Elle était arrivée au château seulement 3 jours auparavant, voyageant depuis le domaine de sa famille pour assister aux célébrations de la moisson qui marquèrent la fin de l'automne. Éléonore possédait une beauté qui semblait rayonner de l'intérieur. Des cheveux dorés qui captèrent la lumière comme de la soie filée, et des yeux couleur de prairie d'été. Mais plus que sa grâce physique, c'était sa gentillesse qui la rendait aimée de tous ceux qui la connaissaient. Les serviteurs parlèrent de la façon dont elle se souvenait de leur nom, comment elle s'enquérait de leur famille, avec un soin véritable. Même les gardes sévères du château s'adoucissaient en sa présence, offrant des saluts respectueux quand elle passait dans les couloirs. En cette soirée fatidique, Éléonore s'était retirée dans ses appartements après ce que les témoins décrivaient comme une journée parfaitement ordinaire. Elle avait passé l'après-midi dans le solarium avec les autres dames de la cour, travaillant sur de délicates broderies tout en partageant des rires doux et des conversations chuchotées. Alors que le crépuscule peignait le ciel de nuances de pourpre et d'or, elle souhaita bonne nuit à ses compagnes, sa voix portant sa chaleur habituelle alors qu'elle parlait d'attendre avec impatience la chasse prévue du matin. Sa chambre était située dans la tour orientale, une pièce spacieuse équipée de tous les luxes convenant à son statut royal. Des tapisseries dépeignant des scènes pastorales ornèrent les murs de pierre, leur couleur riche créant un sentiment de chaleur contre l'air frais d'octobre.
Un feu crépitait doucement dans l'âtre, projetant des ombres dansantes qui auraient normalement créé une ambiance paisible pour un sommeil réparateur. Mais le sommeil ne viendrait pas facilement cette nuit-là. Imaginez-vous, si vous le voulez bien, confortablement installé dans la chaleur de votre lit, tandis que nous explorons ensemble ce mystère délicat. Imaginez la scène se déroulant dans ces heures silencieuses après minuit. Éléonore était allongée sur son lit à baldaquin, les draps de lin fin remontés jusqu'au menton alors qu'elle cherchait le réconfort du sommeil. Le château s'était installé dans son rythme nocturne paisible. Le pas rassurant d'un garde faisant sa ronde, le ululement distant et apaisant d'un hibou de la forêt environnante, le doux murmure du vent à travers les meurtrières. C'est pendant la partie la plus profonde de la nuit que l'affliction mystérieuse commença. Ceux qui l'examinèrent plus tard décrivirent des symptômes qui défièrent la compréhension médicale. Un passage délicat qui intriguerait les érudits pendant des générations. Éléonore s'éveilla avec ce qu'elle crut initialement être un simple mal d'estomac, atteignant le bassin à côté de son lit avec la confiance innocente de la jeunesse. Pourtant, au fil des heures, son état devint plus préoccupant. Imaginez-vous blotti dans une couverture moelleuse tandis que nous contemplons ce mystère historique avec une fascination respectueuse. La jeune princesse ressentait des vagues d'inconfort, sa peau prenant une teinte pâle, presque éthérée. Malgré l'air frais de la chambre, des perles de transpiration se formèrent sur son front comme la rosée du matin. Aux premières lueurs de l'aube, la servante personnelle d'Éléonore découvrit sa maîtresse dans un repos paisible. La jeune fille, à peine plus âgée qu'Éléonore elle-même, raconterait plus tard comment elle avait trouvé la princesse reposant sur le côté, sa respiration douce et lointaine. Les cheveux dorés qui avaient été si soigneusement tressés la veille reposaient maintenant délicatement sur les oreillers de soie comme un rayon de soleil filé, créant une scène à la fois belle et mystérieuse. La nouvelle se répandit dans les couloirs du château, avec l'urgence feutrée qui accompagne les profondes inquiétudes. Le médecin de la cour, maître Aldouin, fut convoqué avec une hâte bienveillante. Cet homme savant, qui avait étudié dans les meilleures écoles de médecine et soigné la noblesse à travers tout le royaume, arriva en espérant apporter réconfort et guérison. Peut-être était-ce l'excès de mets raffinés du festin de la veille, ou un refroidissement causé par l'air automnal. Pourtant, ce qu'il découvrit dans la chambre d'Éléonore perturba son esprit érudit. Imaginez-vous comme un observateur curieux, au chaud et en sécurité dans votre propre espace confortable, tandis que nous assistons à cette énigme historique se dévoiler. La princesse présentait des symptômes qui semblaient transcender les connaissances médicales de l'époque. Son pouls s'accélérait comme si elle avait couru. Pourtant, elle reposait dans une tranquillité paisible. Ses yeux, quand elle pouvait les ouvrir, paraissaient distants et rêveurs, comme si elle voyait au-delà du monde physique, vers des royaumes merveilleux. Maître Aldouin administra ses meilleurs remèdes avec le soin délicat de sa profession. Des teintures d'herbes qui avaient aidé d'innombrables patients, des techniques de guérison transmises à travers les générations, des prières prononcées avec un espoir sincère. Pourtant, l'état mystérieux semblait hors de portée de la médecine terrestre, comme si Éléonore était appelée vers quelque royaume lointain où les remèdes terrestres ne pouvaient l'atteindre. Tandis que le matin progressait vers l'après-midi, un profond sentiment de mystère s'installa sur le château comme la brume du soir. Le roi lui-même vint tenir veiller au chevet de sa nièce, ses mains burinées jointes en prière, tandis qu'il observait la jeune femme qui avait apporté tant de joie à sa cour. Même dans notre confort moderne, nous pouvons apprécier la profondeur de l'amour et de la perte qui emplissait ces anciennes chambres de pierre. Imaginez-vous dans un fauteuil de lecture douillet, tandis que nous contemplons cette chambre, alors que les ombres s'allongeaient sur le sol de pierre. Les plus fins médecins du royaume avaient été convoqués, chacun arrivant avec espoir et compétence, bien que le mystère s'avérerait au-delà de leur compréhension. Des prêtres offrirent leurs prières les plus sincères, tandis que les femmes du château allumèrent des bougies et murmurèrent d'anciennes paroles de guérison transmises à travers des générations de mains attentionnées. Alors que le soleil commençait à se coucher sur cette journée d'automne, la princesse Éléonore rendit son dernier souffle dans une paix parfaite. Ceux qui étaient présents décrivirent un moment de tranquillité profonde qui s'installa sur ses traits. La beauté douce qui l'avait rendue si aimée, revenant comme l'aube perçant à travers les nuages. C'était comme si elle avait simplement choisi de s'éloigner, comme une plume portée par la plus douce brise du soir, ne laissant derrière elle que l'amour et le mystère durable de son départ. Les répercussions du départ d'Éléonore créèrent des vagues d'émerveillement qui se propagèrent bien au-delà de la cour royale. La nouvelle voyagea doucement vers les royaumes voisins, portée par des marchands, des pèlerins et des ménestrels itinérants qui parlaient en ton révérencieux des circonstances mystérieuses qui avaient réclamé une jeune vie si aimée. Ce qui rendait l'événement si déroutant était l'absence complète de toute explication terrestre. Imaginez-vous vous blottissant plus profondément dans votre refuge douillet, tandis que nous considérons ce mystère délicat,
Dans une époque où la mort était un visiteur fréquent même dans les foyers les plus riches, ce départ particulier se distinguait par sa nature paisible et inexplicable. Il n'y avait eu aucun signe de peste, aucune blessure d'accident ou de violence, aucune indication d'un mal connu. Éléonore s'était simplement évanouie, comme une fleur touchée par un gel éthéré, ne laissant derrière elle que beauté et émerveillement. Les médecins royaux se rassemblèrent en conseil réfléchi, se penchant sur leurs textes anciens et consultant avec des collègues savants d'universités lointaines. Ils documentèrent chaque détail avec l'attention minutieuse de vrais érudits, espérant que quelque part dans leur sagesse combinée résidait la compréhension de ce mystère profond. Pourtant leurs efforts ne produisirent que des questions plus profondes et un émerveillement plus grand. Alors que la nuit tombait une fois de plus sur le château, une nouvelle conscience commença à s'agiter parmi ses habitants. Au-delà du chagrin pour la princesse bien-aimée, il y avait désormais autre chose, un sentiment de vénération qui semblait chuchoter dans les couloirs, comme la brise vespérale parmi les feuilles d'automne. Si une transition si paisible et mystérieuse pouvait toucher quelqu'un de si jeune et vibrant, peut-être y avait-il de plus grands mystères dans le monde qu'il n'avait jamais imaginés. De notre point de vue confortable dans le présent, nous pouvons apprécier à la fois la tristesse et l'émerveillement qui ont dû remplir ces halls anciens. Le motif émergeait, mais la seconde mort s'avérerait encore plus mystérieuse. Les murmures d'inquiétude qui suivirent la mort mystérieuse d'Éléonore se transformèrent en quelque chose de bien plus troublant quand, seulement 3 semaines plus tard, la malédiction réclama sa seconde victime. Maintenant, tournons notre attention vers le second chapitre de ce mystère qui se dévoile. Imaginez-vous blotti près d'un feu chaleureux tandis que nous visitons les grands halls du château de Corbeau-Creux, en cette matinée fatidique d'automne. Dame Marguerite de Noirbois, la sœur cadette de Guillaume, avait toujours été connue pour son esprit vibrant et son rire contagieux, qui pouvait illuminer même les coins les plus sombres de l'ancienne forteresse. À 28 ans, elle arborait une chevelure auburn qui captait la lumière comme du cuivre poli et des yeux qui pétillaient d'un émerveillement presque enfantin face au monde qui l'entourait. Éléonore avait été particulièrement attirée par le cœur d'obsidienne dès l'instant où son frère l'avait rapporté à la maison. Imaginez-la comme une artiste attirée par la beauté sous toutes ses formes, tandis que les serviteurs superstitieux se signaient en passant devant l'artefact. Elle s'asseyait souvent à ses côtés dans la bibliothèque, esquissant ses motifs complexes à la douce lueur des chandelles. Elle prétendait que la pierre semblait vibrer d'une énergie ancestrale, une sensibilité qui parlait peut-être à son âme d'artiste plutôt qu'à la simple imagination. Ce matin-là en particulier, alors que la lumière dorée du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres gothiques comme de l'ambre liquide, Éléonore fut trouvée reposant dans la même chaise où son frère avait rendu son dernier souffle. La ressemblance entre les deux trépas était si frappante que même les esprits les plus rationnels commencèrent à pressentir des mystères plus profonds à l'œuvre. Le médecin du château, maître Grégoire, un homme d'un savoir considérable qui avait étudié dans les plus prestigieuses universités d'Europe, arriva avec sa sacoche de cuir remplie d'instruments et de remèdes. Imaginez-vous comme un observateur bienveillant, enveloppé dans une compréhension confortable, tandis que nous assistons à ce qu'il découvrit. Le corps d'Éléonore ne montrait aucun signe de violence, aucune indication de maladie terrestre. Le corps d'Éléonore ne montrait aucun signe de violence, aucune indication de maladie terrestre. Sa peau conservait sa couleur naturelle, ses membres ne portaient aucune marque de lutte. Pourtant, quelque chose de profond et d'extraordinaire s'était produit. Une transition aussi paisible qu'elle était mystérieuse. Imaginez-vous dans le confort de votre propre espace paisible, tandis que nous observons cette chambre éclairée aux chandelles, le parfum de vieux parchemins et de cire d'abeille, créant une atmosphère d'émerveillement savant. Alors que maître Grégoire examinait Éléonore avec un étonnement croissant, il remarqua que ses yeux s'étaient complètement transformés. Ils n'étaient plus de leur brun naturel, mais d'une noirceur profonde et absolue qui semblait contenir une profondeur infinie. Le médecin écrirait plus tard dans son journal que regarder dans ses yeux revenait à contempler les profondeurs étoilées d'un ciel de minuit. Mais ce qui arriva ensuite transcenda toute compréhension terrestre. Alors que maître Grégoire se penchait plus près pour observer cette transformation impossible, la forme d'Éléonore commença à manifester le même phénomène mystérieux qui avait marqué le trépas de son frère. Une douce luminescence semblait émaner de l'intérieur, pulsant doucement comme un battement de cœur fait de lumière stellaire. La lumière était d'une beauté envoûtante, projetant des motifs dansants sur les murs de pierre qui bougeaient avec une grâce surnaturelle, comme une aurore boréale capturée dans une chambre ancestrale. Les serviteurs qui s'étaient rassemblés sur le seuil regardaient avec émerveillement et respect la forme paisible d'Éléonore continuer à émaner cette radiance d'un autre monde. La luminescence était particulièrement intense autour de ses mains et de sa gorge, créant des motifs complexes que certains juraient ressembler à d'anciens symboles. Peut-être le langage de royaume au-delà de la compréhension mortelle. Maître Grégoire,
malgré sa formation scientifique, se trouvait témoin de quelque chose qui transcendait l'explication rationnelle. Imaginez-vous vous installant plus profondément dans votre petit coin douillet, tandis que nous considérons comment, à l'époque médiévale, la frontière entre le naturel et le surnaturel était bien plus mince que nous pourrions l'imaginer aujourd'hui. De tels événements merveilleux portaient une signification profonde. Les habitants du château de Corbeau-Creux commencèrent à parler en ton révérencieux de pouvoirs ancestraux et de mystères, d'artefacts qui pourraient effectivement jeter un pont entre notre monde familier et des royaumes de possibilités infinies. Imaginez Éléonore comme elle était quelques jours auparavant, riant avec les servantes de cuisine pendant qu'elles préparaient le festin du soir, sa voix résonnant dans les corridors comme de la musique pure. Elle avait une affection particulière pour le jardin du château, où elle passait des heures paisibles à s'occuper des roses et des herbes qui poussaient en abondance contre les anciens murs de pierre. Même maintenant, de notre perspective moderne confortable, nous pouvons apprécier comment une vie si vibrante se transformant en mystère paisible aurait rempli ces anciens halls d'un sentiment d'émerveillement, aussi profond que la brume matinale se posant sur des prairies endormies. Le moment du décès d'Éléonore était particulièrement troublant pour ceux qui cherchaient des motifs dans le chaos. Exactement 3 semaines s'étaient écoulées depuis la mort de Sir Guillaume, et les 2 membres de la fratrie avaient été trouvés dans des circonstances identiques. Assis paisiblement, leurs yeux noirs fixant l'éternité, leur corps luisant de cette lumière intérieure inexpliquée. La précision de ce timing suggérait quelque chose de bien plus délibéré qu'une simple coïncidence. Alors que la nouvelle de ce second décès se répandait dans les villages environnants, une nouvelle vague de terreur commença à se propager depuis le château de Corbeau-Creux. Les marchands qui avaient autrefois activement recherché les affaires avec la famille de Noirbois évitèrent désormais les routes qui menaient à leurs terres. Les pèlerins modifiaient leurs itinéraires pour faire un large détour autour du château. Même les soldats les plus aguerris parlaient avec nervosité de l'artefact maudit et de l'obscurité grandissante qui semblait l'entourer. Les serviteurs à l'intérieur du château lui-même commencèrent à remarquer d'autres changements troublants. Le cœur d'obsidienne, qui avait toujours absorbé la lumière avec une intensité presque avide, semblait maintenant pulser selon son propre rythme interne. Certains prétendaient pouvoir entendre un faible bourdonnement émanant de l'artefact pendant les heures silencieuses avant l'aube. D'autres rapportaient que les ombres dans la pièce où il était conservé bougeaient indépendamment de toute source de lumière, se tordant et ondulant comme des créatures vivantes. La chambre d'Éléonore, où elle avait passé ses derniers moments, devint un lieu de terreur particulière. Malgré un nettoyage minutieux et la combustion d'herbes bénies, un froid inexplicable semblait imprégner l'air. Les serviteurs chargés d'entretenir la pièce rapportaient se sentir observés par des yeux invisibles, et plusieurs prétendaient entendre l'écho ténu d'un rire familier dérivant dans les couloirs tard dans la nuit. L'aumônier du château, Père Bénédicte, effectua de nombreuses bénédictions et exorcismes dans une tentative de purifier les ténèbres grandissantes. Pourtant, même cet homme de foi instruit admit en privé qu'il sentait quelque chose au-delà de son expérience à l'œuvre dans ces murs anciens. Les pierres elles-mêmes semblaient murmurer avec une intention malveillante, et les ombres s'allongeaient de jour en jour. Maître Grégoire, tourmenté par son incapacité à expliquer les morts impossibles, commença à rechercher des phénomènes similaires dans l'extensive bibliothèque que Sir Guillaume avait assemblée au fil des années. Parmi les textes anciens et les grimoires, il trouva des références troublantes à des artefacts de pouvoir qui pouvaient créer un lien entre les mondes de la vie et de la mort. Ces objets, selon les connaissances interdites contenues dans ces volumes poussiéreux, étaient réputés exiger de terribles prix de ceux qui les possédaient. Alors que l'enquête sur la mort d'Éléonore se poursuivait, un motif commença à émerger qui glaça le sang de tous ceux qui le reconnurent. Les morts n'étaient pas des actes aléatoires de vengeance surnaturelle, mais semblaient en suivre une progression délibérée. Chaque victime avait passé un temps considérable à proximité immédiate du cœur d'obsidienne. Chacune avait rapporté d'étranges rêves et visions dans les jours précédant sa mort. Chacune était morte exactement de la même manière, avec la même transformation impossible de leurs yeux et la même luminescence mystérieuse qui défiait toute explication médicale. La question qui hantait tous les habitants du château de Corbeau-Creux n'était pas de savoir si la malédiction réclamerait une autre victime, mais qui serait le suivant. L'artefact semblait pulser avec une intensité croissante, comme s'il se nourrissait de l'énergie vitale de ses victimes. Et dans les chambres les plus profondes du château, où les fondations anciennes rencontraient le substrat rocheux, les serviteurs rapportaient entendre des sons qui ne devraient pas exister. Le murmure de voix parlant dans des langues qui précédèrent la mémoire humaine, devenant plus forte à chaque nuit qui passait. 3 morts, un artefact. Mais ce qui arriva ensuite transformerait ce mystère en quelque chose de bien plus extraordinaire que quiconque aurait pu l'imaginer. Notre voyage nous mène maintenant à la 3e et plus profonde manifestation de ce pouvoir ancien.
Les murmures grandissant autour du manoir de bois de chêne n'étaient plus de simples commérages oisifs. Ils portaient le poids d'un mystère profond, quelque chose qui semblait résonner dans les fondations mêmes de la grande demeure. Alors que vous vous installez plus profondément dans ce coin douillet de l'histoire, enveloppé dans le confort de votre propre espace paisible, imaginez le sentiment croissant d'émerveillement qui allait bientôt englober son 3e chapitre. Imaginez Dame Éléonore de Boisvert à l'automne de 1821, se déplaçant dans les grands couloirs avec une curiosité qu'elle ne pouvait tout à fait nommer. Les 2 premiers passages paisibles avaient ajouté des couches de mystère à sa demeure bien-aimée. Et maintenant quelque chose d'extraordinaire commençait à se manifester dans les murs mêmes qui l'entouraient. Les serviteurs parlaient en ton étouffé, presque révérencieux. De portes qui s'ouvraient, comme pour accueillir des invités invisibles, de pas doux dans des couloirs vides, d'une présence bienveillante qui semblait veiller sur chaque coin avec une sagesse ancienne. L'hiver approchait avec son étreinte caractéristique de la campagne anglaise, et avec lui venait un approfondissement des événements merveilleux qui avaient commencé à honorer le manoir. Imaginez-vous dans votre propre coin de lecture favori tandis que nous nous représentons Dame Éléonore attirée vers la bibliothèque chaque soir, cherchant le réconfort dans l'étreinte familière des volumes reliés de cuir et le doux crépitement de la cheminée. C'est ici, dans ce sanctuaire de connaissance et de chaleur, qu'elle rencontrerait quelque chose qui élargirait à jamais sa compréhension de la nature extraordinaire de sa demeure ancestrale. La 3e transition paisible ne vint pas avec une fanfare dramatique, mais avec l'abandon paisible d'une âme appelée vers quelque chose de plus grand. Thibault Dublanc, le jardinier de longue date du domaine, avait été le confident le plus fiable de Dame Éléonore depuis l'enfance. Un homme de la terre, pratique et stable, il avait fourni des décennies de services dévoués à la famille de Boisvert avec une loyauté inébranlable. Pourtant, quelque chose dans ces dernières semaines l'avait touché d'un émerveillement profond, comme s'il commençait à percevoir des mystères que sa nature terrestre n'avait jamais ressentis auparavant. Thibault avait commencé à parler d'ombres qui dansaient indépendamment de leur source, de conversations chuchotées dans des langues qui semblaient faire écho de temps distants, d'une conscience croissante que les pierres mêmes du manoir de bois de chêne détenaient des mémoires s'étendant sur des siècles. Imaginez-vous confortablement installé, tandis que nous observons comment ses collègues serviteurs remarquèrent sa révérence accrue, se bénissant tout au long de la journée, portant des brins de sorbier et de fer dans ses poches, les anciennes protections qui le connectaient à des générations de sagesse sur les choses qui transcendent la compréhension ordinaire. Le matin où ils trouvèrent Thibault se reposant dans le jardin de roses, ses mains tenant encore doucement les sécateurs, Dame Éléonore sentit immédiatement que cette transition détenait le même mystère paisible que les autres. Là où l'on pourrait s'attendre à des signes de détresse, Thibault paraissait profondément serein, comme s'il avait simplement choisi de répondre à un appel vers quelque chose au-delà de ce royaume terrestre. Le médecin local, Dr Hartwell, ne put trouver aucune cause terrestre au-delà de ce qu'il qualifia d'abandon paisible de l'esprit. Mais ce furent les derniers mots du jardinier, murmurés à la jeune fille de cuisine qui le trouva dans ses derniers moments tendres, qui ajouteraient une autre couche d'émerveillement au mystère grandissant du manoir. « Dites à sa seigneurie, avait-il murmuré doucement, que la terre sous la maison se souvient de tout. Dites-lui que les pierres essaient de partager leurs histoires, si seulement nous avons le courage d'écouter. » Alors que l'automne s'approfondissait dans l'étreinte impitoyable de l'hiver, les manifestations surnaturelles qui n'avaient été que des murmures commencèrent à prendre une forme plus tangible. Imaginez-vous comme l'un des serviteurs restants, marchant dans les couloirs du manoir de bois de chêne alors que l'obscurité s'installe sur la campagne. L'air même semble épais d'anticipation, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Dame Éléonore documenta ces événements avec la précision méthodique de quelqu'un tentant désespérément de donner un sens à l'impossible. Dans ses journaux privés, elle écrivit avoir vu des silhouettes en costume d'époque traverser les murs, comme s'ils étaient faits de brume matinale. Elle décrivit le son de rire d'enfants résonnant depuis des pièces qui avaient été vides pendant des décennies, de la musique de piano s'échappant de la salle de musique verrouillée où aucun piano n'avait été placé depuis plus de 50 ans. Les fondations médiévales du manoir de bois de chêne, ces pierres anciennes qui précédaient la structure actuelle de plusieurs siècles, semblaient pulser avec leur propre énergie malveillante. À cette époque, les gens du peuple conservaient encore des croyances fermes concernant la persistance des esprits, sur les lieux où le voile entre les mondes s'amincissait. Pour eux, de telles manifestations n'étaient pas des questions de superstition mais des phénomènes observables qui exigeaient respect et prudence. Les villageois locaux commencèrent à éviter les routes qui passaient trop près des terrains du manoir. Le facteur rapporta que son cheval refusait d'approcher les grilles, tremblant et reculant comme s'il sentait quelque menace invisible.
Même les plus robustes des fermiers trouvèrent des excuses pour traiter leurs affaires avec le domaine par l'intermédiaire d'intermédiaires, plutôt que de s'aventurer eux-mêmes sur les terrains du manoir. Dans l'auberge du village, les conversations se muaient en chuchotements chaque fois que quelqu'un mentionnait le domaine des Deboisvert. Les vieilles femmes parlaient de malédictions anciennes, de lignées marquées par la tragédie, de lieux où les morts refusaient de reposer en paix. Les plus éduqués rejetaient de tels propos comme de la superstition paysanne, pourtant même eux se surprenaient à se signer en passant devant la silhouette imposante du manoir contre le ciel d'hiver. Dame Éléonore, prise entre son éducation rationnelle et les preuves indéniables de ses sens, commença à rechercher l'histoire des terres de sa famille avec une nouvelle urgence. Dans les archives étendues du manoir, elle découvrit des documents qui dépeignaient un tableau de tragédies récurrentes s'étendant sur des générations. Toutes les quelques décennies, il semblait, le manoir de Bois de Chêne réclamait ses victimes en groupe, comme si quelque appétit sombre nécessitait une alimentation périodique. Alors que l'emprise de l'hiver se resserrait autour du manoir de Bois de Chêne, Dame Éléonore se trouva face à une terrible réalisation. Si le modèle se révélait vrai, si les registres historiques étaient exacts, alors la mort de Thibaut Dublanc n'était que la troisième note dans une symphonie de tragédies qui se déroulait encore. 2 âmes de plus seraient réclamées, avant que quelque force sombre qui s'était éveillée dans les profondeurs du manoir ne retourne à son sommeil. Le modèle qu'elle découvrit était aussi troublant qu'il était cohérent. Les morts venaient toujours par groupes de 5, répartis sur des saisons qui semblaient suivre quelque calendrier occulte. Ils commençaient toujours avec ceux les plus proches de la terre elle-même, jardiniers, gardiens de terrain, ceux qui travaillaient de leurs mains dans le sol ancien. Les manifestations surnaturelles s'intensifieraient avec chaque mort, construisant vers un crescendo qui culminerait de manière que les registres historiques n'évoquaient qu'en termes voilés. Les serviteurs qui restaient, et leur nombre diminuait chaque semaine qui passait, rapportèrent des phénomènes de plus en plus troublants. Ils parlèrent de voix appelant leur nom depuis des pièces vides, de portes qui claqueraient avec une force énorme quand aucun vent n'agitait l'air, d'ombres qui les suivraient dans les couloirs comme des animaux de compagnie fidèles mais indésirables. Dans cette atmosphère d'effroi croissant, Dame Éléonore prit une décision qui définirait les chapitres finaux de la tragédie du manoir de Bois de Chêne. Plutôt que de fuir comme tant d'autres l'avaient fait, elle choisit de rester et d'affronter quelle que soit l'obscurité qui avait pris racine dans sa demeure ancestrale. Armée de la connaissance glanée de ses recherches et d'une détermination née de générations de courage de Boisvert, elle commença à se préparer pour une confrontation avec des forces qui défiaient toute explication rationnelle. L'activité surnaturelle continua de s'intensifier à chaque nuit qui passait. Les fenêtres se briseraient sans cause, leurs verres tombant vers l'intérieur en motifs qui formaient des symboles troublants. La température dans certaines pièces chuterait sans avertissement, transformant le souffle en brume même près de feux rugissants. Et à travers tout cela, la sensation d'être observé se fit plus forte, comme si des yeux invisibles suivaient chaque mouvement à travers les halls anciens. La recherche de Dame Éléonore avait révélé un détail particulièrement glaçant sur le modèle historique. Les manifestations surnaturelles atteignaient toujours leur pic pendant les nuits les plus sombres de l'hiver, quand la frontière entre les mondes devenait la plus mince. Selon ses calculs, ce temps approchait rapidement, et avec lui viendrait une confrontation qui déterminerait non seulement son propre destin, mais l'avenir du manoir de Bois de Chêne lui-même. Les témoins parlaient d'ombres qui dansaient sans lumière, de sons qui semblaient résonner d'autres temps, du confort de notre compréhension moderne. Explorons maintenant ces témoignages remarquables. Les témoignages commencèrent à affluer de tous les coins du village, chaque récit plus merveilleux que le précédent. Imaginez-vous installé confortablement dans un fauteuil moelleux, près d'un feu crépitant, tandis que nous assistons à ce petit rassemblement dans l'auberge du village, en cette froide soirée de novembre. Leurs visages illuminés par la lueur vacillante des chandelles, alors qu'ils partageaient des histoires qui auraient semblé impossibles quelques mois auparavant, mais qui emplissaient maintenant la pièce d'un sentiment de doux mystère. Marguerite, l'épouse du boulanger, parlait à voix basse de sa rencontre près du vieux pont de pierre qui menait au manoir de Bois de Chêne. Elle revenait du marché, sa charrette chargée de farine et de grains, quand les ombres autour d'elle commencèrent à se comporter de manière extraordinaire. Elle bougeait, comme de doux esprits, murmura-t-elle, ses mains ridées s'agitant tandis qu'elle décrivait comment des formes sombres avaient coulé sur les pavés près de sa charrette. Elle n'avait pas de soleil pour les projeter, pas de lune pour les guider. Pourtant elles dansaient gracieusement comme si elles étaient mues par une musique ancienne et invisible. Imaginez cette scène depuis votre propre point de vue douillet, non pas comme quelque chose d'effrayant, mais comme un aperçu de mystère que notre monde ordinaire révèle rarement. Thibaut le forgeron, un homme dont la carrure massive et l'attitude confiante avaient résisté à des décennies de labeur honnête, raconta sa propre expérience remarquable, d'une voix emplie d'émerveillement.
Il travaillait tard dans sa forge, le rythme familier du marteau sur l'enclume créant sa symphonie nocturne, quand des sons commencèrent à émaner du manoir qui l'emplirent d'admiration. Cela a commencé comme un bourdonnement, expliqua Thibaut, ses doigts tachés de suie berçant son pot de bière avec une douceur nouvelle, comme le son d'une musique lointaine, profonde et résonnante, comme si la terre elle-même chantait. Puis vinrent les voix, des hommes et des femmes parlant dans des langues que je n'avais jamais entendues, que je comprenais pourtant d'une certaine manière au plus profond de mon âme. Ils semblaient me partager des histoires, comme s'ils m'invitaient à être témoin d'un rassemblement d'esprits d'époques révolues. Imaginez-vous écoutant de tels récits près de votre propre foyer, ressentant non pas de la peur mais de la fascination à l'idée que notre monde recèle de telles merveilles cachées. Ce qui rendait le récit de Thibaut particulièrement fascinant était sa description de la façon dont les sons affectèrent son travail. Chaque pièce de métal qu'il tentait de façonner cette nuit-là prenait mystérieusement des motifs qu'il n'avait jamais voulus, comme si le fer même répondait à quelque art supérieur. Le feu de sa forge, qui avait brûlé de manière constante pendant plus de 30 ans, oscillait entre des flammes vives et des braises douces, semblant pulser en harmonie avec les voix lointaines comme s'il était lui aussi d'une certaine manière touché par leur présence ancienne. Depuis notre perspective chaleureuse et sûre, nous pouvons apprécier comment même les outils les plus pratiques et les flammes semblaient reconnaître quelque chose d'extraordinaire dans ces sons éthérés. Frère François, un moine itinérant qui avait cherché refuge au monastère du village, apporta peut-être le témoignage le plus troublant de tous. En tant qu'homme de Dieu, ses paroles portaient un poids particulier parmi les villageois de plus en plus effrayés. Il décrivit une rencontre qui s'était produite pendant ses prières vespérales, quand l'air même autour de la chapelle du monastère avait commencé à s'épaissir d'une présence oppressante. J'étais agenouillé devant l'autel, raconta frère François, sa voix ferme malgré la détresse évidente dans ses yeux, récitant les vêpres comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant, quand les ombres projetées par les vitraux commencèrent à bouger indépendamment de la lumière des chandelles. Elles s'étiraient et se tordaient, tentant de m'atteindre avec ce qui ne pouvait être décrit que comme une intention malveillante. La température dans la chapelle chuta si soudainement que ma respiration sortait en grands nuages blancs. Pourtant aucun vent ne soufflait pour expliquer un changement si dramatique. Ce qui troublait le plus profondément frère François n'était pas la manifestation surnaturelle elle-même, mais la façon dont elle semblait répondre à ses prières. Alors qu'il récitait les versets latins familiers, les ombres reculaient légèrement, seulement pour se précipiter en avant avec une intensité renouvelée quand il s'arrêtait pour respirer. C'était comme si quelque intelligence sombre testait la force de sa foi, sondant les faiblesses de son armure spirituelle. Le récit du bon frère prit un tournant encore plus troublant quand il décrivit avoir entendu ce qui ressemblait à des voix d'enfants résonnant à travers la chapelle. Il chantait, dit-il, sa voix à peine audible au-dessus du crépitement du feu de l'auberge. Mais les paroles étaient fausses, des versions tordues d'hymnes sacrés qui transformaient les prières de dévotion en quelque chose de bien plus sombre. Je me trouvais incapable de continuer mes propres prières, comme si les chants corrompus noyaient ma connexion au divin. La jeune Rebecca, à peine 16 ans et employée comme couturière dans le village, apporta son propre récit déchirant. Elle rentrait chez elle après une soirée tardive, à raccommoder des vêtements pour la noblesse locale, quand elle rencontra quelque chose qui changerait à jamais sa compréhension du monde qui l'entourait. Près du chêne ancien qui marquait la frontière entre le village proprement dit et les vastes terres du manoir, elle fut témoin d'une vision impossible. L'ombre de l'arbre bougeait, expliqua Rebecca, sa voix juvénile tremblant au souvenir. Pas en se balançant comme elle le ferait dans le vent. Il n'y avait pas de vent cette nuit-là, mais s'étirant et se contractant comme quelque chose de vivant. Tandis que je regardais, l'ombre commença à prendre la forme d'une personne, puis de plusieurs personnes, toutes tentant de m'atteindre avec des bras qui semblaient s'étirer de façon impossible. Ce qui rendait l'expérience de Rebecca particulièrement terrifiante était la façon dont les figures d'ombre semblaient reconnaître sa présence. Alors qu'elle restait figée de peur, incapable de bouger ou de crier, les formes obscures commencèrent à prononcer son nom, leur voix portant clairement dans l'air immobile de la nuit malgré l'absence de bouche visible pour parler. Les voix étaient familières mais fausses, comme si des personnes qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance l'appelaient depuis une distance terrible. Le médecin du village, le docteur Dublanc, se retrouva contraint d'ajouter ses propres observations à la collection croissante de témoignages. En tant qu'homme de science et de pensée rationnelle, il avait initialement rejeté les récits des villageois, comme de l'hystérie collective causée par les récents décès. Cependant, ses propres expériences avaient commencé à ébranler sa croyance inébranlable en des explications purement naturelles. « Je soignais la vieille Madame Hartwell », expliqua le docteur. Sa précision médicale prêtant crédibilité à son récit. Elle souffrait d'une toux persistante qui semblait s'aggraver chaque soir. Alors que je préparais son médicament à la lumière de la lampe, la flamme commença à se comporter de façon très étrange.
Plutôt que de brûler régulièrement vers le haut comme le font naturellement les flammes, elles bondissaient soudainement sur le côté, comme soufflées par le vent, alors que l'air dans la pièce était parfaitement immobile. Le docteur Dublanc continua en décrivant comment les mouvements erratiques de la flamme semblaient correspondre aux sons distants provenant de la direction du manoir de bois de chêne. À chaque fois que le mystérieux bourdonnement ou les voix chuchotées dérivaient à travers la campagne, la flamme de la lampe réagissait, dansant et vacillant selon des motifs qui défiaient toute explication scientifique. Le plus troublant de tous était sans doute le récit du père McKenna, le prêtre du village dont l'autorité spirituelle avait apporté du réconfort à la communauté pendant plus de 2 décennies. En tant que berger de son troupeau, il avait initialement cherché à calmer leur peur avec des explications rationnelles et des réassurances douces. Cependant, sa propre rencontre avec l'activité surnaturelle croissante l'avait profondément ébranlé. « Je conduisais les prières du soir dans l'église », raconta le père McKenna, sa voix habituellement assurée trahissant une certaine incertitude. L'assemblée avait considérablement diminué ces dernières semaines, mais une poignée d'âmes fidèles se rassemblaient encore pour le culte. Alors que nous récitions le Notre Père, nos voix commencèrent à faire écho étrangement, comme si les murs mêmes de l'église amplifiaient et déformaient nos paroles. Le prêtre décrivit comment l'écho devenait progressivement plus fort et plus déformé jusqu'à ce qu'il semble que des centaines de voix se joignaient à la prière, mais prononçant des mots subtilement et indéniablement différents du verset traditionnel. La pétition familière « Délivrez-nous du mal » devint quelque chose d'entièrement différent. Des mots qui semblaient inviter plutôt que repousser les ténèbres mêmes dont ils cherchaient à se protéger. Alors que ces témoignages s'accumulaient, un motif commença à émerger qui glaça même les observateurs les plus sceptiques. Les manifestations surnaturelles n'étaient pas des occurrences aléatoires, mais semblaient suivre quelques desseins délibérés, devenant plus fortes et plus fréquentes, alors qu'elles se répandaient vers l'extérieur depuis le manoir de bois de chêne, comme des ondulations dans un étang sombre. Chaque témoin décrivait des phénomènes qui semblaient spécifiquement adaptés à leur propre peur et croyances, comme si quelque intelligence malveillante adaptait son approche pour atteindre un impact psychologique maximum. Les anciens du village, hommes et femmes dont les souvenirs s'étendaient sur des décennies, commencèrent à partager des histoires qui avaient été transmises en chuchotement de famille en famille pendant des générations. Des récits de périodes précédentes où des événements similaires avaient tourmenté la communauté, toujours centrés autour de l'ancien manoir, suivant toujours le même motif général d'activité surnaturelle croissante, qui culminerait vers quelques terribles apogées avant de cesser soudainement pendant des années, ou même des décennies. Ce qui émergea de ces récits historiques était peut-être la révélation la plus effrayante de toutes. Ce n'était pas la première fois que de tels événements s'étaient produits, et si le motif se vérifiait, les manifestations actuelles n'étaient que le début de quelque chose de bien plus dévastateur. Les témoins qui s'étaient manifestés ne représentaient que ceux assez courageux pour parler publiquement de leurs expériences. Combien d'autres avaient rencontré des phénomènes similaires, mais étaient restés silencieux, trop effrayés ou trop honteux pour admettre ce qu'ils avaient vu. Alors que ces récits se répandaient dans toute la région, la peur et l'émerveillement grandirent à parts égales. Imaginez-vous près d'un feu chaleureux, tandis que nous assistons à la façon dont les plus hautes autorités de la foi choisirent de répondre à cette crise grandissante. La nouvelle des troubles surnaturels qui s'amplifiaient au manoir de bois de chêne avait atteint les plus hautes autorités ecclésiastiques avec une rapidité alarmante. Imaginez, si vous le voulez bien, l'atmosphère solennelle de la salle capitulaire de la cathédrale, où l'évêque Aldebert présidait une assemblée d'urgence du clergé le plus haut placé de la région. La lumière vacillante d'innombrables bougies projetait des ombres, dansant sur les murs de pierre anciens tandis que des hommes savants débattaient de la meilleure façon de confronter une situation qui remettait en question les fondements mêmes de leur compréhension. L'évêque Aldebert lui-même était un homme d'expérience considérable en guerre spirituelle. Ayant passé des décennies à étudier les aspects les plus ésotériques de la doctrine de l'Église, il possédait la connaissance de rituels et de pratiques qui étaient rarement discutés en dehors des cercles les plus fiables du clergé. Son visage buriné portait les marques d'innombrables veilles et jeûnes, et ses yeux gris perçants avaient été témoins de phénomènes qui auraient ébranlé la foi d'hommes moins aguerris jusqu'en son cœur même. La décision d'intervenir personnellement ne fut pas prise à la légère. Une telle action directe de la hiérarchie de l'Église était réservée seulement aux urgences spirituelles les plus sévères, des situations où les âmes de toute une communauté étaient en jeu. L'évêque comprenait que son implication donnerait un poids énorme aux affirmations des villageois, tout en plaçant également sa propre réputation et autorité en risque considérable. Alors que l'automne cédait la place à l'emprise impitoyable de l'hiver, l'évêque Aldebert arriva au manoir de bois de chêne, accompagné d'une suite de spécialistes triés sur le volet. Le père Étienne, expert en langues anciennes et en textes interdits, portait avec lui une sacoche de cuir contenant des reliques et des manuscrits,
qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des siècles. Frère Sébastien, dont la connaissance approfondie des rituels d'exorcisme lui avait valu à la fois le respect et la crainte murmurée de ses confrères clercs, portait un coffre de bois orné contenant des huiles bénites, de l'eau sainte bénie par 3 papes différents, et des instruments d'argent dont les usages n'étaient connus que de ceux initiés aux pratiques les plus secrètes de l'Église. Imaginez la procession alors qu'elle gravissait le sentier sinueux vers l'entrée imposante du manoir. L'évêque, resplendissant dans ses robes cérémonielles de pourpre profond et d'or, menait le groupe d'un pas mesuré, sa crosse frappant le sol couvert de givre dans un rythme qui semblait résonner d'une autorité surnaturelle. Derrière lui, ses assistants psalmodiaient à voix basse en latin, leurs paroles formant un rempart protecteur de prière qui semblait repousser l'atmosphère oppressante qui s'était abattue sur le domaine. Dame Éléonore accueillit la délégation ecclésiastique avec un mélange de soulagement et d'appréhension. La présence de si hauts dignitaires de l'Église validait ses propres expériences tout en confirmant simultanément que la situation avait atteint des proportions véritablement dangereuses. Alors qu'elle escortait l'évêque à travers les couloirs du manoir, elle ne put s'empêcher de remarquer comment même ces hommes de Dieu semblaient affectés par l'atmosphère qui régnait dans sa demeure ancestrale. La cérémonie de bénédiction elle-même fut menée avec une précision méticuleuse, suivant des protocoles qui avaient été développés au cours de siècles de confrontation avec des menaces surnaturelles. Imaginez la grande salle du manoir de bois de chêne transformée en espace sacré, chaque surface ointe d'eau bénite tandis que des nuages d'encens s'élevaient vers le plafond voûté. La voix de l'évêque résonna avec une autorité imposante, alors qu'il récitait des prières en latin, grec et hébreu, invoquant le pouvoir des saints et des archanges, pour purifier les pierres anciennes de toute présence malveillante qui avait pris racine en ces lieux. Pourtant, même alors que la cérémonie progressait, il devint clair que les forces surnaturelles à l'œuvre dans le manoir n'étaient pas facilement intimidées par l'autorité religieuse traditionnelle. Alors que le père Étienne commençait à réciter des passages du livre de l'Apocalypse, l'air même sembla s'épaissir de résistance, rendant chaque mot difficile à prononcer. Les bougies qui avaient brûlé d'une flamme stable commencèrent à vaciller sauvagement, leurs flammes se courbant dans des directions impossibles, comme si elles étaient soufflées par des vents provenant de dimensions au-delà du monde physique. Frère Sébastien, puisant dans sa vaste expérience avec les esprits malveillants, reconnut les signes d'une présence qui résistait activement à leurs efforts. Contrairement aux cas habituels qu'il avait rencontrés, où les entités surnaturelles se retiraient, ou du moins demeuraient dormantes pendant les rituels bénis, ceux qui habitaient le manoir de bois de chêne semblaient mettre à l'épreuve la force de leur foi, sondant les faiblesses de leur défense spirituelle. Le moment le plus troublant survint lorsque l'évêque Aldebert tenta d'effectuer la bénédiction la plus puissante de son répertoire, un rituel si sacré que ses paroles n'étaient reconnues que de moins d'une douzaine d'hommes dans toute la chrétienté. Alors qu'il commençait l'incantation ancienne, sa voix faillit soudain, non par peur ou incertitude, mais comme si une force extérieure empêchait littéralement les mots de quitter ses lèvres. Pendant plusieurs moments tendus, l'évêque resta figé, sa bouche bougeant silencieusement tandis qu'il luttait contre une contrainte invisible. Imaginez le choc qui traversa le clergé assemblé alors qu'ils assistaient à leur leader le plus vénéré, un homme dont l'autorité spirituelle n'avait jamais été remise en question, rendu temporairement muet par des forces au-delà de leur compréhension. Pourtant, plutôt que de battre en retraite dans la défaite, l'évêque Aldebert puisa dans des réserves de foi et de détermination qu'il avait soutenues à travers des décennies de guerre spirituelle. Lorsque sa voix revint enfin, elle portait une puissance et une résonance qui semblaient en faire trembler les fondations même du manoir. Les mots latins résonnèrent comme le tonnerre, chaque syllabe chargée d'autorité divine. Pendant un bref moment, il sembla que la bénédiction pourrait réussir, alors que l'atmosphère oppressante qui avait tourmenté le domaine commençait à se lever légèrement. Cependant, le soulagement fut de courte durée. Alors que l'évêque achevait les portions les plus sacrées du rituel, un son commença à émaner des profondeurs des fondations du manoir. Un bourdonnement bas et rythmé qui semblait se moquer des paroles sacrées qui venaient d'être prononcées. La température dans la grande salle chuta si soudainement que le souffle du clergé devint visible en grands nuages blancs, tandis que les bougies bénites commencèrent à brûler de flammes qui ne dispensaient aucune lumière, créant une atmosphère d'obscurité surnaturelle malgré leur présence. Le père Étienne, consultant ses textes anciens avec une urgence croissante, découvrit des références à des entités qui n'étaient pas seulement résistantes à l'intervention sainte, mais qui en tiraient effectivement leur force. Ces passages, écrits par des érudits médiévaux qui avaient rencontré des phénomènes similaires, décrivèrent des présences surnaturelles qui existaient dans un état d'opposition perpétuelle à la grâce divine, se nourrissant des tentatives même de les bannir. La prise de conscience que leurs efforts pourraient effectivement renforcer quelque force que ce soit qui habitait le manoir
remplit le clergé d'un profond sentiment d'effroi. Pourtant, ils persévérèrent, comprenant que la retraite à ce point laisserait la communauté environnante sans défense contre des attaques surnaturelles en escalade. Frère Sébastien tenta une approche différente. Employant des techniques qu'il avait apprises lors de ses études sur les pratiques spirituelles pré-chrétiennes qui avaient été soigneusement intégrées dans la doctrine de l'Église. Ces méthodes, bien que considérées comme quelque peu non conventionnelles, s'étaient révélées efficaces contre des entités qui semblaient immunisées contre les rituels d'exorcisme traditionnels. Alors que le frère commençait son approche alternative, le manoir lui-même sembla répondre avec une hostilité croissante. Les portes dans tout le bâtiment commencèrent à claquer avec une force énorme, créant des échos qui résonnaient à travers les couloirs comme un tonnerre surnaturel. Des fenêtres qui étaient restées intactes pendant des siècles se brisèrent soudainement vers l'intérieur, leurs verres formant des motifs sur le sol qui ressemblaient à d'anciens symboles qu'aucun érudit ne pouvait identifier. Malgré leurs efforts les plus sincères, la puissance combinée des guerriers spirituels de l'Église s'avéra insuffisante pour purifier le manoir de bois de chêne de son infestation surnaturelle. Alors que l'aube se levait sur le domaine, l'évêque Aldebert fut forcé d'admettre ce qu'aucun homme de sa position ne voulait jamais reconnaître. Il existait des forces dans le monde qui échappaient à la portée même de l'intervention religieuse la plus puissante. L'échec de la cérémonie de bénédiction de l'Église envoya des ondes de choc à travers les communautés environnantes. Si les plus hautes autorités de la foi ne pouvaient pas fournir de protection contre l'obscurité grandissante, quel espoir restait-il pour les gens ordinaires? Le départ réticent de l'évêque du manoir de bois de chêne marqua un tournant dans la crise surnaturelle, laissant les habitants du domaine faire face à leurs tourmenteurs surnaturels sans le réconfort de la protection divine. Pourtant, depuis notre point de vue confortable dans le présent, nous pouvons maintenant voir comment cette défaite apparente allait conduire à une compréhension entièrement différente des forces à l'œuvre. Imaginez-vous vous installant plus profondément dans votre fauteuil confortable alors que l'histoire prend un tournant inattendu. L'expérience troublante de la cérémonie de bénédiction de l'évêque Aldebert provoqua des remous d'inquiétude à travers les communautés environnantes, suggérant que les méthodes traditionnelles ne pourraient peut-être pas pleinement aborder la nature extraordinaire de ce qui se produisait au manoir de bois de chêne. Dame Éléonore, témoin de la façon dont même les rituels les plus sacrés de l'Église semblaient éveiller plutôt qu'apaiser les mystères du manoir, se retrouva à contempler un chemin différent, non pas pour combattre les forces surnaturelles, mais peut-être pour les comprendre. Installez-vous confortablement dans votre coin de lecture pendant que nous explorons ce moment pivot où la peur se transforma en curiosité. Blottissez-vous dans votre espace douillet tandis que nous assistons au conseil réfléchi qui se réunit dans la bibliothèque du manoir 3 jours après le départ de l'évêque. Les serviteurs restants, les officiels locaux, et Dame Éléonore elle-même se rassemblèrent autour de la grande table de chêne où des générations de décisions familiales des de Boisvert avaient été prises. L'air même semblait chargé de possibilités, tandis que les ombres projetées par la lumière du feu semblaient danser avec anticipation, comme si la pièce elle-même était impatiente d'être témoin de ce moment de courage humain face à l'inconnu. Le docteur Dublanc, médecin du village dont l'esprit rationnel avait été profondément bouleversé par les événements récents, proposa une solution audacieuse, l'étude minutieuse et le déplacement éventuel de la relique mystérieuse, qui semblait être au cœur des phénomènes extraordinaires. Ses recherches sur l'histoire du manoir avaient révélé que les épisodes précédents d'activités surnaturelles avaient parfois changé ou évolué lorsque des objets ou artefacts spécifiques étaient déplacés, comme si ces objets servaient d'ancres entre notre monde et des royaumes de possibilités infinies. L'idée de déplacer la relique nécessitait une réflexion approfondie. Selon les archives anciennes que Dame Éléonore avait découvertes dans les archives de sa famille, les tentatives de déplacer des objets de signification surnaturelle avaient souvent résulté en transformations inattendues pour ceux impliqués, révélant parfois de nouveaux mystères, ouvrant parfois des portes vers une compréhension que les générations précédentes n'avaient pas anticipée. Enveloppez-vous dans une couverture chaude, tandis que nous contemplons la gravité de tels choix, pour ces âmes courageuses, prêtes à s'aventurer dans l'inconnu. Frère Thibaut, un membre junior de la suite de l'évêque Aldebert qui était resté pour continuer à surveiller la situation, se porta volontaire pour entreprendre la tâche périlleuse de transporter la relique vers un monastère distant où elle pourrait être contenue dans des murs bénis par des siècles de prières continues. Ce jeune moine, à peine passé la vingtaine, possédait une combinaison de connaissances érudites et de courage spirituel qui le rendait particulièrement qualifié pour une mission si périlleuse. La préparation pour le retrait de la relique nécessitait une planification attentive et une protection spirituelle considérable. Frère Thibaut passa des jours dans le jeûne et la prière, se purifiant selon les protocoles anciens, conçus pour protéger ceux qui doivent manipuler des objets de pouvoir surnaturel. Des huiles saintes bénies par plusieurs évêques furent appliquées sur ses mains et son front,
tandis que des amulettes protectrices contenant des fragments d'os de véritables saints furent cousus dans ses robes de voyage. Visualisez la scène de ce matin gris de décembre, lorsque la tentative de transport débuta enfin. Frère Thibaut, accompagné de 2 serviteurs de confiance dont le courage dépassait leur peur, approcha du lieu de repos de la relique avec une prudence révérencieuse. L'objet lui-même, un calice d'argent orné datant des premiers jours du manoir, reposait sur son piédestal comme un serpent beau mais mortel, ses gravures complexes semblant bouger et se tordre dans la lumière vacillante des bougies. Alors que frère Thibaut tendait la main pour saisir le calice, les forces surnaturelles qui avaient été dormantes pendant les heures de jour éclatèrent soudain avec une intensité violente. La température dans la pièce chuta à des niveaux glacials en quelques secondes, tandis que chaque surface de verre alentour, fenêtres, miroirs, même l'eau dans les coupes, se mit à vibrer selon des fréquences harmoniques qui composaient une symphonie d'épouvante venue d'outre-monde. Les mains du jeune moine, protégées par des huiles bénites et enveloppées dans un tissu sur lequel l'évêque lui-même avait prié, parvinrent à entrer en contact avec la surface de la relique. Mais au moment où ses doigts touchèrent le métal argenté, frère Thibaut se mit à convulser comme foudroyé. Ses yeux se révulsèrent jusqu'à ce que seul le blanc soit visible, et sa voix, quand elle émergea, portait des tons et des inflexions qui appartenaient à quelqu'un ou quelque chose d'entièrement différent. À travers les lèvres de frère Thibaut, sortirent des mots dans des langues qui précédaient la civilisation humaine. Des phrases qui semblaient contourner l'oreille pour frapper directement l'âme de ceux qui les entendaient. Les 2 serviteurs qui s'étaient portés volontaires pour aider à la relocalisation tombèrent à genoux, submergés par des sensations de terreur et de désespoir qui semblèrent se déverser du moine possédé comme un poison invisible. Pourtant, malgré l'assaut surnaturel sur son esprit et son corps, les années de formation spirituelle de frère Thibaut lui permirent de maintenir suffisamment de contrôle pour continuer sa mission. D'un pas agonisant, il transporta le calice maudit de son lieu de repos vers l'entrée du manoir, chaque mouvement accompagné de manifestations surnaturelles de plus en plus violentes. Les murs même du manoir de bois de chêne semblaient protester contre le retrait de la relique. Les poutres anciennes grincèrent et craquèrent, comme si le bâtiment lui-même éprouvait une douleur physique, tandis que les portraits des ancêtres de bois vert depuis longtemps défunts se mirent à pleurer des larmes de sang qui maculèrent leurs cadres dorés. Des pleurs d'enfants résonnèrent dans les pièces vides, s'intensifiant et se faisant plus désespérés à mesure que frère Thibaut approchait des portes principales. C'est au seuil du manoir que le désastre frappa finalement. Alors que frère Thibaut posait le pied sur le portique d'entrée, tenant toujours fermement le calice maudit malgré les forces surnaturelles qui déchiraient de son esprit, son corps se raidit soudain. Puis, sans aucun avertissement, frère Thibaut s'effondra sur les marches de pierre, le calice d'argent glissant de ses doigts engourdis pour se fracasser contre l'antique maçonnerie. Au moment où la relique se brisa, un son comme le tonnerre roula à travers la campagne, suivi d'un silence si profond que même le vent d'hiver sembla retenir son souffle. Dame Éléonore, qui avait observé depuis une distance sécuritaire, se précipita au chevet du moine effondré. Frère Thibaut était encore vivant, mais à peine reconnaissable comme le jeune homme sérieux qui s'était porté volontaire pour cette mission périlleuse. Ses cheveux avaient complètement blanchi pendant le bref moment où il avait été en contact avec la relique, tandis que ses yeux portaient une expression hantée, qui suggérait qu'il avait entrevu des royaumes d'existence trop terrifiants pour l'entendement humain. La destruction du calice n'apporta aucun soulagement aux perturbations surnaturelles qui tourmentèrent le manoir de bois de chêne. Bien au contraire, la destruction de la relique semblait avoir libéré les forces malveillantes qui y avaient été contenues, répandant la contamination surnaturelle dans tout le domaine. Les fragments d'argent brisés semblaient pulser de leur propre vie malveillante, et toute tentative de les rassembler résultait en brûlures qui défiaient le traitement médical. Henrik le marchand, un commerçant voyageur qui avait cherché refuge au manoir pendant la tentative de relocalisation, devint la 5e victime quand il fit l'erreur fatale d'essayer de collecter un des fragments d'argent comme souvenir curieux. En quelques heures après avoir touché le métal maudit, Henrik développa les mêmes symptômes mystérieux qui avaient emporté les victimes précédentes. Sa mort, à laquelle assistèrent plusieurs survivants, suivit le schéma désormais familier de détérioration physique inexpliquée menant à un trépas paisible mais inexplicable. L'échec de la tentative de relocalisation marqua un tournant dans la crise surnaturelle entourant le manoir de bois de chêne. N'étant plus contenues dans un seul objet, les forces malveillantes qui avaient tourmenté le domaine commencèrent à se répandre vers l'extérieur, affectant la campagne environnante de façon qu'il faudrait des générations pour comprendre pleinement. Le modèle qui s'était construit avec une précision mathématique était maintenant complet, mais plutôt que d'apporter une résolution, il avait inauguré une ère d'activité surnaturelle qui définirait la région pour les décennies à venir. Alors que les siècles passaient, l'histoire de la relique ne devint que plus mystérieuse.
Installez-vous confortablement dans la chaleur de la perspective historique, et découvrons ensemble comment ce mystère ancien évolua à travers les âges. Les fragments éparpillés de l'ancien calice, reposant sur les pierres d'entrée du manoir de bois de chêne, devinrent des graines d'émerveillement qui fleuriraient en légende à travers les siècles suivants. Imaginez-vous dans votre endroit confortable favori tandis que nous considérons comment les contes chuchotés de l'histoire extraordinaire du domaine voyagèrent de village en village, portés par des marchands, des pèlerins et des érudits voyageurs qui transformèrent chaque récit en quelque chose de plus élaboré et fascinant que le précédent. À l'époque de la Renaissance, alors que la pensée rationnelle et l'investigation scientifique commençaient à percer les mystères médiévaux, l'histoire du manoir de bois de chêne avait évolué en quelque chose de bien plus intrigant que ses origines ne pourraient le suggérer. Les érudits du XVIe siècle, équipés de nouvelles méthodes de documentation et d'investigation, commencèrent à traiter les phénomènes surnaturels comme des sujets dignes d'une attention savante sérieuse. Non pas de simples légendes populaires, mais de véritables mystères qui défiaient leur compréhension du monde. Imaginez-vous comme un érudit de cette époque, assis à la lueur des chandelles, la plume à la main, animé par la même curiosité qui nous réchauffe aujourd'hui. Le père Jean Mercier, un érudit jésuite dont les nombreux voyages l'avaient mis en contact avec de nombreux cas de phénomènes extraordinaires, arriva au manoir en 1547 avec la noble intention de mener la première étude systématique du site. Son approche différait magnifiquement des interventions religieuses des siècles précédents, se concentrant plutôt sur l'observation minutieuse et la documentation détaillée de toute occurrence inhabituelle, un peu comme un naturaliste étudiant des créatures rares et merveilleuses dans leur habitat naturel. Imaginez le père Mercier établissant sa résidence savante dans l'aile est du manoir, entouré d'instruments de mesure et d'observation qui représentaient le summum de la technologie Renaissance. Imaginez-vous blotti dans un fauteuil confortable pendant que nous observons ce savant dévoué, son astrolabe en laiton et ses horloges mécaniques conçues pour détecter toute variation dans les rythmes naturels, tandis que sa collection de textes de philosophie naturelle fournissait des cadres pour comprendre des phénomènes que les époques précédentes avaient abordés avec émerveillement plutôt qu'avec méthode. Pourtant, même cette approche méthodique et scientifique ne pouvait pas expliquer complètement les événements que le père Mercier documenta au cours de son séjour de 3 mois au manoir de bois de chêne. Ces journaux détaillés, préservés dans les archives du Vatican à ce jour, décrivent des manifestations qui défiaient la vision scientifique émergente tout en demeurant obstinément réfractaires à toute explication rationnelle. L'érudit rapporta des fluctuations de température qui se produisaient selon des motifs trop réguliers pour être naturels, mais trop complexes pour être artificiels. Des pièces qui avaient été scellées et mesurées se trouvaient avec des meubles réarrangés en motifs géométriques qui semblaient obéir à des principes mathématiques inconnus de la science européenne. Le plus troublant de tous étaient les phénomènes acoustiques. Des sons qui semblaient émaner des pierres mêmes du bâtiment, créant des harmonies qui existaient à la limite de l'ouïe humaine, mais produisaient des réponses émotionnelles profondes chez quiconque les expérimentait. L'investigation du père Mercier fut écourtée lorsqu'il commença à ressentir la même détérioration physique mystérieuse qui avait emporté les victimes précédentes. Contrairement à l'apparition soudaine qui avait caractérisé les morts antérieures, le déclin de l'érudit fut graduel, lui permettant de documenter ses propres symptômes avec une précision clinique. Ses dernières entrées de journal, écrites d'une main de plus en plus tremblante, décrivent un sentiment grandissant d'être observé par des intelligences qui évoluaient juste au-delà du seuil de perception. Le XVIIe siècle apporta une nouvelle attention au manoir de bois de chêne de la part des praticiens des sciences naturelles émergentes. Monsieur Guillaume de Hartwell, membre fondateur de ce qui deviendrait plus tard la Société royale, mena des expériences approfondies sur le domaine en 1683, espérant appliquer les nouveaux principes d'observation empirique aux phénomènes qui avaient précédemment été rejetés comme de simples superstitions. Imaginez l'appareil élaboré de Monsieur Guillaume remplissant la grande salle du manoir. Des dispositifs mécaniques conçus pour mesurer la pression atmosphérique, la température et l'humidité avec une précision sans précédent. Sa collection de boussoles magnétiques et d'horloges à pendule était destinée à détecter toute perturbation dans les forces naturelles, tandis que ses balances soigneusement calibrées cherchaient à documenter tout changement inexpliqué dans le poids des objets à l'intérieur des murs du manoir. Ce que M. Guillaume découvrit défia les fondements même de la vision mécaniste du monde, qui commençait à dominer la pensée scientifique. Ces instruments enregistrèrent des perturbations qui ne suivaient aucune loi physique connue, tandis que ces tentatives de créer des conditions expérimentales contrôlées étaient constamment sapées par des phénomènes qui semblaient posséder leur propre intelligence et intention. Le développement le plus significatif durant la résidence de M. Guillaume fut sa découverte de ce qu'il nomma les incohérences temporelles à l'intérieur du manoir. Les horloges qui avaient été synchronisées se décalaient graduellement, mais pas de manière aléatoire.
Elle développait des différences de chronométrage qui semblaient correspondre avec l'intensité de l'activité surnaturelle. Durant les périodes de phénomènes intensifiés, les garde-temps mécaniques fonctionnaient soit considérablement plus vite, soit plus lentement que leurs vitesses attendues, créant des bulles temporelles où le flux normal du temps semblait être perturbé. L'investigation de M. Guillaume se termina abruptement lorsqu'il commit l'erreur de passer une nuit seul dans la pièce où le calice original avait été gardé. Les serviteurs le trouvèrent le matin suivant dans un état de choc cataleptique, ses instruments scientifiques, soigneusement entretenus, brisés et éparpillés dans la chambre. Bien qu'il récupérât physiquement, M. Guillaume ne parla jamais publiquement de ses expériences cette nuit-là, et ses papiers privés de l'investigation furent scellés avec des instructions qu'ils ne devaient pas être ouverts avant le XXe siècle. Le XVIIIe siècle vit le manoir devenir une destination pour les philosophes et les scientifiques naturels qui commençaient à développer de nouvelles théories sur la nature de la conscience et de la réalité. Le docteur Emanuel Swedenborg, mystique et scientifique suédois, passa plusieurs semaines au manoir de Bois de Chêne en 1745, cherchant à appliquer ses théories sur les royaumes spirituels aux phénomènes documentés. L'approche de Swedenborg différait radicalement de celle des enquêteurs précédents. Au lieu de chercher à dissiper ou contenir l'activité surnaturelle, il souhaitait communiquer avec elle. Sa correspondance détaillée avec ses collègues décrit des expériences dans ce qu'il appelait le contact spirituel contrôlé, utilisant des techniques de méditation et de privation sensorielle pour s'ouvrir aux influences non physiques. Imaginez le docteur Swedenborg dans la bibliothèque du manoir, entouré de la documentation accumulée par les enquêteurs précédents, alors qu'il se préparait pour sa tentative de contact surnaturel délibéré. Sa méthode reposait sur le jeûne, de longues périodes de prière et de méditation, et la réduction progressive des stimuli externes jusqu'à atteindre ce qu'il décrivait comme un état de réceptivité spirituelle. Il affirma avoir établi un contact avec ce qu'il croyait être la conscience d'individus décédés au manoir au cours des siècles précédents, y compris certaines des victimes originales, dont la mort avait déclenché le cycle surnaturel. Ces communications, menées à travers ce que Swedenborg décrivait comme une impression mentale directe, apportèrent des éclairages sur la nature des phénomènes qui avaient tourmenté le domaine. Plus remarquable encore, Swedenborg affirmait avoir découvert que l'activité surnaturelle n'était pas malveillante par nature, mais représentait plutôt une forme de détresse spirituelle causée par des âmes piégées entre les royaumes physiques et spirituels. Le calice maudit, selon ses communications, avait servi de point d'ancrage, empêchant la progression spirituelle normale après la mort, créant une accumulation croissante de consciences confuses et désespérées qui se manifestaient par des phénomènes surnaturels de plus en plus chaotiques. La théorie de Swedenborg, bien qu'impossible à vérifier par des moyens conventionnels, fournit la première explication cohérente de pourquoi l'activité surnaturelle s'était intensifiée au fil du temps plutôt que de diminuer. Chaque décès associé au manoir ajoutait une autre conscience piégée à la congrégation spirituelle, créant une communauté toujours croissante d'âmes déplacées, qui ne pouvaient ni partir complètement, ni communiquer efficacement avec le monde des vivants. Les implications des découvertes de Swedenborg ne seraient pleinement appréciées que bien plus tard, mais elles marquèrent une transition cruciale dans la façon dont les gens réfléchis approchaient les phénomènes au manoir de Bois de Chêne. Plutôt que de voir l'activité surnaturelle comme des forces extérieures à combattre ou contenir, les futurs enquêteurs commenceraient à envisager qu'ils avaient affaire à un écosystème spirituel complexe qui nécessitait une compréhension plutôt qu'une conquête. Alors que le XVIIIe siècle touchait à sa fin, la réputation du manoir de Bois de Chêne s'était répandue dans tous les cercles intellectuels européens. Des érudits, philosophes et scientifiques de tout le continent commencèrent à inclure le domaine dans leurs investigations plus larges de phénomènes inexpliqués, construisant graduellement un corpus de documentation qui fournirait les fondations pour des approches plus systématiques de la recherche paranormale dans les siècles à venir. Imaginez-vous vous installer dans le coin le plus confortable de votre imagination, car ce que la science moderne a découvert sur ces anciens mystères va absolument vous stupéfier. Maintenant, observons comment les outils de notre époque moderne allaient enfin commencer à illuminer ces énigmes intemporelles. Alors que le XIXe siècle inaugurait une ère de révolution industrielle et d'avancement scientifique, des enquêteurs arrivèrent au manoir de Bois de Chêne armés de technologies qui auraient semblé magiques à leurs prédécesseurs. Pourtant, ces innovations remarquables révéleraient que les phénomènes mystérieux qui avaient hanté le domaine pendant des siècles étaient bien plus complexes et fascinants que quiconque l'avait imaginé. Imaginez-vous dans un bureau confortable, entouré de livres reliés en cuir, tandis que nous explorons comment les esprits éclairés approchèrent ces énigmes intemporelles. Le docteur Edmund Thornfield, un membre éminent de la Royal Institution nouvellement établie, dirigea la première expédition véritablement scientifique au manoir de Bois de Chêne en 1847. Imaginez-vous,
regardait depuis un siège de fenêtre confortable, tandis que son équipement élaboré était transporté le long du sentier, sinueux vers le domaine. Des générateurs à vapeur fournissant un courant électrique constant, un appareil photographique capable de capturer des images dans la plus faible lumière, et des instruments électromagnétiques conçus pour détecter les variations dans les champs naturels qui pourraient éclairer les phénomènes mystérieux. C'était comme regarder l'avenir arriver à la porte d'un mystère ancien. L'approche du Dr Thornfield incarnait l'apogée de l'optimisme scientifique victorien. Il croyait fermement que tous les phénomènes mystérieux, si étranges soient-ils, révéleraient finalement leurs secrets à une investigation systématique et une analyse minutieuse. Ces protocoles expérimentaux détaillés étaient conçus pour compléter plutôt que rejeter les expériences subjectives des enquêteurs précédents, comprenant que la perception humaine pourrait elle-même faire partie du phénomène qu'ils cherchaient à comprendre. Ces protocoles expérimentaux détaillés étaient conçus pour compléter plutôt que rejeter les expériences subjectives des enquêteurs précédents, comprenant que la perception humaine pouvait elle-même faire partie du phénomène qu'ils tentaient de comprendre. Imaginez la grande salle du manoir de bois de chêne, transformée en laboratoire victorien, ses pierres anciennes embrassées par des instruments de cuivre étincelants et des dispositifs mécaniques qui tiquetaient et bourdonnaient avec une précision musicale. Imaginez-vous vous installer dans un fauteuil confortable à proximité pendant que nous observons l'équipe du Dr Thornfield travailler avec un dévouement méthodique, prenant des mesures de base de la température, de la pression atmosphérique, de l'intensité du champ magnétique et de l'activité électromagnétique dans les diverses chambres du manoir, comme des cartographes cartographiant un pays inexploré de merveilles. Pourtant, quelques jours seulement après le début de leur enquête, les instruments soigneusement calibrés du Dr Thornfield commencèrent à enregistrer des anomalies qui défiaient tous les principes scientifiques connus. Ces détecteurs électromagnétiques, conçus pour identifier les champs subtils générés par les phénomènes naturels, commencèrent à capter des signaux qui semblaient ne provenir de sources qui n'existaient pas au sens physique. Les motifs étaient trop complexes pour être des interférences électriques aléatoires, mais trop cohérents pour être de simples dysfonctionnements d'équipement. Le plus déroutant de tout étaient les relevés de son équipement photographique. Le Dr Thornfield avait apporté la technologie d'appareil photo la plus avancée disponible, capable de capturer des images en utilisant des temps d'exposition extrêmement courts pour éliminer toute possibilité de flou de mouvement ou d'illusion optique. Pourtant, lorsque ces plaques photographiques étaient développées, elles montraient systématiquement des formes et des silhouettes anormales qui n'avaient pas été visibles à l'œil nu pendant les expositions réelles. Ces anomalies photographiques semblaient être plus que de simples défauts dans le traitement chimique. Les formes qui émergèrent sur les plaques semblaient correspondre aux endroits et aux moments où d'autres instruments avaient détecté les perturbations électromagnétiques les plus fortes. Le plus troublant de tout, certaines des figures photographiques semblaient porter des vêtements cohérents avec différentes périodes historiques, comme si l'appareil photo capturait d'une manière ou d'une autre des images de personnes qui avaient été présentes au manoir pendant les siècles précédents. La vision rationnelle du monde du Dr Thornfield commença à se fissurer lorsqu'il tenta de documenter les anomalies temporelles que les enquêteurs précédents avaient rapportées. Ces chronomètres mécaniques, synchronisés avant chaque expérience, développaient progressivement des écarts de temps qui semblaient correspondre à l'intensité des autres phénomènes mesurés. Pendant les périodes d'activité électromagnétique accrue, le temps lui-même semblait s'écouler à des rythmes différents dans différentes zones du manoir. Le point de rupture arriva lorsque le Dr Thornfield décida de passer une nuit seul dans la chambre où le calice Moody original avait été conservé, armé de son équipement d'enregistrement le plus sensible. Ces instruments détectèrent une accumulation constante d'activité électromagnétique, commençant à minuit, atteignant des niveaux qui auraient dû être impossibles à générer sans source d'alimentation externe massive. Imaginez le Dr Thornfield entouré de ses gardiens mécaniques, leurs cadrans et leurs bobines de cuivre brillant à la lumière de la lampe, alors qu'ils enregistraient des relevés de plus en plus impossibles. La température dans la pièce commença à fluctuer sauvagement, chutant à des niveaux proches du gel avant de monter soudainement à une chaleur tropicale, le tout en l'espace de minutes. Ces détecteurs électromagnétiques enregistrèrent des intensités de champ qui dépassaient tout ce qui avait été précédemment enregistré dans les phénomènes naturels. Mais c'est lorsque son équipement photographique commença à fonctionner indépendamment que le Dr Thornfield comprit finalement qu'il avait affaire à des forces au-delà de la portée de la science victorienne. Ces appareils photo, qui nécessitaient un déclenchement manuel, commencèrent à prendre des photographies par eux-mêmes, leurs obturateurs mécaniques cliquetant en succession rapide comme s'ils étaient contrôlés par des mains invisibles. Lorsque ces plaques furent plus tard développées, elles montrèrent des images claires du Dr Thornfield lui-même, photographiées sous des angles qui auraient nécessité que quelqu'un d'autre fasse fonctionner les appareils photo. Le comble arriva lorsque la propre montre de gousset du Dr Thornfield,
Un garde-temps de précision qui n'avait jamais varié de plus de quelques secondes dans toutes les années où il l'avait possédé, commença à fonctionner à l'envers. Pas simplement s'arrêter ou ralentir, mais réellement inverser son mécanisme au mépris de toutes les lois connues de la physique. Alors qu'il regardait avec une horreur croissante, les aiguilles de sa montre tracèrent des chemins dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tout en continuant à tiquer avec une précision mécanique. L'expédition du docteur Thornfield se termina brusquement le matin suivant lorsque ses assistants le trouvèrent inconscient sur le sol de la chambre expérimentale, entouré d'équipements qui avaient été en quelque sorte démontés et réarrangés en motifs géométriques complexes. Bien qu'il se rétablisse physiquement, le docteur Thornfield ne publia jamais ses découvertes du manoir de bois de chêne, et ses papiers privés de l'enquête furent trouvés ne contenant que des pages blanches, comme si tout ce qu'il avait écrit avait été en quelque sorte effacé par des forces au-delà de sa compréhension. Le début du XXe siècle amena une nouvelle génération d'enquêteurs armés d'équipements encore plus sophistiqués. Le docteur Marguerite Patterson, une chercheuse pionnière dans le domaine émergent de la parapsychologie, arriva au manoir de bois de chêne en 1923 avec des instruments électroniques qui représentaient le summum de la technologie moderne. Ces détecteurs de champs électromagnétiques, alimentés par des tubes à vide et des circuits électriques, étaient suffisamment sensibles pour détecter les perturbations du champ magnétique naturel terrestre. L'approche du docteur Patterson différait de celle de ses prédécesseurs victoriens en ce qu'elle ne supposait pas que les phénomènes pouvaient être entièrement expliqués par la physique conventionnelle. Elle émit plutôt l'hypothèse que l'activité surnaturelle pourrait représenter des formes d'énergie ou de conscience qui existaient en dehors du spectre électromagnétique normal, nécessitant des cadres théoriques entièrement nouveaux pour être comprises. Imaginez le docteur Patterson dans son laboratoire de fortune, entouré d'équipements électroniques qui bourdonnaient et scintillaient avec toute la puissance de la technologie du début du XXe siècle. Ces oscilloscopes et analyseurs de spectres créaient des représentations visuelles de l'activité électromagnétique, lui permettant d'étudier des modèles et des fréquences qui avaient été invisibles aux enquêteurs précédents. Ce que le docteur Patterson découvrit défia non seulement la compréhension scientifique conventionnelle, mais aussi les théories émergentes de la mécanique quantique qui commençaient à révolutionner la physique. Plus remarquablement, les recherches du docteur Patterson suggéraient que la conscience elle-même pourrait jouer un rôle crucial dans ces phénomènes. Ces mesures montraient de manière constante que l'intensité de l'activité surnaturelle était directement corrélée à la présence et à l'état émotionnel des observateurs humains. Durant les périodes où le manoir était totalement inoccupé, son équipement de surveillance à distance n'enregistrait que des lectures de base. Mais dès qu'une personne entrait dans le bâtiment, particulièrement quelqu'un qui était conscient de sa réputation surnaturelle, les instruments commençaient à détecter des augmentations massives d'activité électromagnétique. Cette découverte amena le docteur Patterson à proposer ce qu'elle appela la théorie d'amplification de la conscience. L'idée que certains lieux pourraient servir de points focaux où la conscience humaine pourrait interagir avec des phénomènes au niveau quantique pour produire des effets qui paraissaient surnaturels, mais étaient en réalité des manifestations de lois naturelles mal comprises. L'enquête du docteur Patterson atteignit son apogée lorsqu'elle tenta de créer des conditions contrôlées pour observer des phénomènes liés à la conscience. Utilisant des techniques de méditation et d'isolation sensorielle, elle essaya d'atteindre le même état mental réceptif que les enquêteurs précédents avaient rapporté lors de leurs rencontres les plus significatives. Ces instruments électroniques surveillaient son activité cérébrale tout en mesurant simultanément les changements environnementaux dans tout le manoir. Les résultats de cette expérience auraient semblé impossibles aux chercheurs précédents. Alors que le docteur Patterson entrait dans des états méditatifs plus profonds, son équipement enregistrait des augmentations correspondantes d'activité électromagnétique dans tout le bâtiment. Plus remarquablement encore, les motifs de cette activité semblaient refléter les rythmes et fréquences de ses propres ondes cérébrales, comme si le manoir lui-même se synchronisait d'une certaine manière avec sa conscience. Même la science moderne ne pouvait pas pleinement éclaircir ce qui arriva ensuite. Pourtant, notre histoire ne se termine pas là. Depuis notre compréhension confortable du présent, voyons comment les approches scientifiques les plus récentes révéleraient des mystères encore plus profonds. Le docteur Patricia Vasquez arriva au manoir de bois de chêne en 1987 avec un équipement qui représentait le summum des réalisations scientifiques de la fin du XXe siècle. Son enquête, financée par une prestigieuse bourse universitaire, employait des technologies qui auraient semblé relever de la pure magie aux chercheurs précédents. Des caméras d'imagerie thermique capables de détecter les plus légères variations de température, des spectromètres informatisés qui pouvaient analyser des échantillons d'air avec une précision incroyable, et des détecteurs de champs quantiques qui mesuraient les perturbations les plus subtiles dans le tissu même de la réalité.
Imaginez-vous dans un fauteuil confortable pendant que nous assistons à la façon dont même nos outils les plus avancés rencontreraient des mystères qui transcendaient la compréhension conventionnelle. Le laboratoire mobile du Dr Vasquez, une remorque convertie remplie d'équipements de surveillance électronique fascinants, se nichait paisiblement dans l'ombre de l'ancien manoir. Des banques d'écrans d'ordinateurs affichaient des relevés continus de dizaines de capteurs placés dans tout le bâtiment, créant un réseau électronique complet d'observations qui pouvait détecter même les variations les plus subtiles dans les conditions environnementales, comme avoir des yeux et des oreilles numériques dans chaque pièce, regardant et écoutant des signes de l'extraordinaire. La phase initiale de l'enquête du docteur Vasquez se déroula exactement comme prévu. Ces instruments établirent des mesures de base pour la température, l'humidité, les champs électromagnétiques et même les fluctuations de champs quantiques dans chaque pièce du manoir. Pendant les 3 premiers jours, tout sembla parfaitement ordinaire, amenant le docteur Vasquez à se demander si les enquêteurs précédents avaient simplement travaillé avec les limitations de la compréhension de leur époque. Mais la 4e nuit de son séjour, quelque chose d'extraordinaire se produisit, qui élargirait son appréciation pour la vraie complexité de la réalité elle-même. Imaginez-vous enveloppé dans une couverture douillette pendant que nous assistons à ce moment pivot où la science de pointe rencontra quelque chose qui transcendait toute compréhension actuelle. Imaginez le docteur Vasquez dans son centre de commandement high-tech, surveillant paisiblement des dizaines de mesures sous la douce lueur des écrans d'ordinateur, quand tous les instruments de son arsenal se sont mis à enregistrer simultanément des phénomènes extraordinaires. Non pas les changements graduels qui pourraient indiquer une variation d'équipement, mais des changements instantanés dans les propriétés physiques fondamentales qui révélaient des réalités au-delà de la compréhension scientifique, établie, comme si l'univers lui-même démontrait qu'il recelait bien plus de mystères qu'aucun manuel n'avait jamais envisagé. Ces caméras d'imagerie thermique montrèrent la température de l'air dans certaines zones du manoir, chuter au zéro absolu, moins 273 degrés Celsius, tandis que les espaces adjacents restaient à température ambiante normale. Ce n'était pas simplement de l'air froid se déplaçant dans le bâtiment, mais des zones localisées où le mouvement moléculaire avait apparemment complètement cessé, créant des poches de vide absolues qui existaient dans l'atmosphère normale. Simultanément, ces détecteurs de champs électromagnétiques enregistraient des mesures qui dépassaient le seuil théorique maximum des phénomènes naturels. L'intensité du champ dans certaines zones du manoir approchait des niveaux typiquement associés aux éruptions solaires ou aux tempêtes magnétiques. Pourtant, ces perturbations restaient précisément localisées, affectant des espaces de pas plus de quelques mètres cubes, tout en laissant les zones environnantes complètement intactes. Plus impossible encore, les détecteurs de champs quantiques du Dr Vasquez ont commencé à mesurer ce qui ne pouvait être décrit que comme des distorsions temporelles. Les particules subatomiques dans certaines zones du manoir semblaient se déplacer à rebours dans le temps, présentant des états quantiques qui violaient le principe fondamental de causalité. Selon ces instruments, les effets se produisaient avant leur cause, créant des paradoxes localisés qui auraient dû déchirer le tissu même de l'espace-temps. Imaginez le docteur Vasquez fixant ses écrans d'ordinateur, avec une incrédulité croissante alors que les mesures impossibles continuaient de s'accumuler. Sa première hypothèse était une défaillance d'équipement, mais la vérification croisée avec les systèmes de sauvegarde confirmait que tous les instruments fonctionnaient parfaitement. Les phénomènes étaient réels, mesurables et absolument inexplicables selon tout ce qu'elle comprenait de la physique. La situation s'est dramatiquement aggravée quand les systèmes d'enregistrement automatisés du Dr Vasquez ont commencé à capturer des preuves visuelles des impossibilités que ces instruments détectaient. Ces caméras haute vitesse, conçues pour enregistrer des événements se produisant en microsecondes, ont commencé à montrer des images d'objets se déplaçant dans le manoir qui ne projetaient aucune ombre, ne réfléchissaient aucune lumière, mais interagissaient néanmoins avec l'environnement physique de manière mesurable. Ces enregistrements montraient ce qui semblait être des silhouettes humaines marchant dans les couloirs du manoir, mais quand les images étaient analysées image par image, les silhouettes affichaient des propriétés qui défiaient la physique optique. Elles émettaient de la lumière plutôt que de la réfléchir. Pourtant, cette lumière ne projetait aucune ombre et semblait se courber autour des coins, d'une manière qui violait la nature fondamentale du rayonnement électromagnétique. Encore plus troublants étaient les enregistrements qui montraient ces mêmes silhouettes, apparemment conscientes de la présence du Dr Vasquez et de son équipement de surveillance. Les entités semblaient se positionner délibérément devant les caméras, comme si elles posaient pour des photographies, et semblaient manipuler ces instruments en s'en approchant simplement. Les mesures électromagnétiques s'envolaient chaque fois qu'une de ces silhouettes s'approchait d'un détecteur. Pourtant, il n'y avait aucune interaction visible entre l'entité et l'équipement. La formation scientifique du Dr Vasquez exigeait qu'elle cherche des explications rationnelles à ces phénomènes, mais alors que les preuves s'accumulaient,
La physique conventionnelle s'avérait de plus en plus inadéquate pour expliquer ce qu'elle observait. Ses tentatives de reproduire les conditions qui déclenchaient les anomalies rencontraient un succès partiel. Les phénomènes pouvaient être encouragés, mais pas totalement contrôlés, suggérant une intelligence derrière les manifestations qui demeurait au-delà de sa capacité à prédire ou diriger. L'enquête atteignit son point critique quand le docteur Vasquez décida de s'utiliser elle-même comme sujet de test, plaçant des capteurs directement sur son corps tout en s'exposant aux zones de plus haute activité surnaturelle. Elle théorisa que la conscience humaine pourrait servir de composant crucial dans les phénomènes et que la surveillance biologique directe pourrait révéler des indices que l'observation externe ne pouvait fournir. Imaginez le docteur Vasquez entrant dans la chambre où le calice maudit original avait été gardé, son corps connecté à des capteurs biomédicaux qui surveillaient l'activité cérébrale, le rythme cardiaque, la conductivité cutanée et les niveaux d'hormones. Alors qu'elle entrait dans l'espace, ces instruments enregistraient immédiatement les anomalies environnementales maintenant familières, mais pour la première fois, ils détectaient aussi des changements correspondant dans ses propres systèmes biologiques. Ces schémas d'ondes cérébrales ont commencé à se synchroniser avec les fluctuations électromagnétiques se produisant dans tout le manoir, créant une boucle de rétroaction entre sa conscience et les phénomènes surnaturels. Plus remarquablement, son activité neurale a commencé à afficher des schémas typiquement associés au sommeil paradoxal et à la méditation profonde, même si elle restait totalement éveillée et alerte. Alors que cette synchronisation s'approfondissait, le docteur Vasquez a commencé à éprouver ce qu'elle décrivit plus tard comme un transfert direct d'informations, des connaissances et des souvenirs qui n'étaient pas les siens affluents dans sa conscience, comme s'ils étaient téléchargés depuis une source externe. Elle percevait l'histoire du manoir de bois de chêne non comme une information apprise, mais comme une expérience vécue, témoin d'événements de siècles précédents, comme si elle avait été présente lors de leur occurrence. À travers cette communion impossible, le docteur Vasquez obtint des aperçus cruciaux sur la nature des phénomènes qui avaient hanté le manoir pendant des siècles. Elle comprit que l'activité surnaturelle n'était pas aléatoire ou malveillante, mais représentait une forme de préservation de la conscience qui se produisait lorsque des états émotionnels intenses s'imprimaient sur la structure quantique de la matière elle-même. Le manoir était devenu un réceptacle de l'expérience humaine, conservant les pensées et les sentiments de tous ceux qui avaient vécu et étaient morts entre ses murs. L'enquête prit fin abruptement lorsque l'équipement du docteur Vasquez enregistra des perturbations quantiques si sévères qu'elles commencèrent à affecter la structure moléculaire de ses supports d'enregistrement. Les disques durs d'ordinateurs développèrent des modèles de données impossibles, qui semblaient contenir plus d'informations que leur capacité de stockage n'aurait dû le permettre, tandis que les pellicules photographiques montraient des images qui n'avaient jamais été exposées à la lumière mais représentaient des scènes du passé du manoir avec une clarté parfaite. Le docteur Vasquez émergea de son enquête avec une documentation qui remettait en question les hypothèses fondamentales de la science moderne, mais elle se trouva dans l'impossibilité de publier ses découvertes par les canaux académiques conventionnels. Les preuves étaient trop radicales, trop impossibles pour les systèmes d'évaluation par les pairs conçus pour évaluer la recherche dans des paradigmes scientifiques établis. Au lieu de cela, elle déposa discrètement sa documentation complète dans des archives scellées, avec des instructions pour qu'elle ne soit pas ouverte jusqu'à ce que la compréhension scientifique est suffisamment avancée pour évaluer des phénomènes qui existait à l'intersection de la conscience et de la mécanique quantique. Son rapport final, classifié au plus haut niveau de sécurité académique, se concluait par une déclaration simple qui aurait semblé de la science-fiction aux enquêteurs précédents. La frontière entre l'esprit et la matière est bien plus perméable que nous ne l'avions compris auparavant. Aujourd'hui, la relique repose en silence, mais sa légende continue de murmurer. Dans les couloirs silencieux du musée historique de Denoirbois, abrité dans ce qui était autrefois l'aile est du manoir original, les visiteurs peuvent maintenant observer les fragments reconstruits du calice maudit derrière un verre renforcé. La vitrine d'exposition, entourée d'une atmosphère à température contrôlée et protégée par les systèmes de sécurité les plus avancés disponibles, représente la dernière tentative de l'humanité pour contenir des forces qui peuvent exister au-delà de la portée de la technologie. Le docteur Sarah Chen, la conservatrice en chef actuelle du musée et une chercheuse respectée en phénomènes anormaux, a passé la meilleure partie d'une décennie à étudier les fragments du calice et leurs effets continus sur le bâtiment et ses visiteurs. Son approche combine une méthodologie scientifique rigoureuse avec un respect sain pour les récits historiques qui couvrent plus de 4 siècles d'activités surnaturelles documentées. Imaginez le Dr Chen dans son laboratoire moderne, entouré d'équipements qui auraient semblé magiques aux enquêteurs du XIXe siècle qui tentèrent d'abord de comprendre les mystères du manoir. Ces détecteurs de champs quantiques, capables de mesurer les perturbations au niveau subatomique,
maintiennent une surveillance constante du calice reconstruit, tandis que les systèmes d'imagerie thermique surveillent les fluctuations de température qui continuent de se produire selon des modèles trop réguliers pour être naturels, mais trop complexes pour être artificiels. Les découvertes du Dr Chen remettent en question notre compréhension de la façon dont la conscience et la matière interagissent à des niveaux fondamentaux. Les fragments du calice continuent d'émettre des signatures électromagnétiques mesurables, qui semblent répondre à la présence et aux états émotionnels des observateurs humains. Pendant les périodes où le musée est vide, ces instruments n'enregistrent que des lectures de base. Mais lorsque les visiteurs s'approchent de l'exposition, particulièrement ceux qui sont familiers avec l'histoire de l'artefact, l'activité électromagnétique augmente en proportion directe de leur engagement émotionnel avec l'exposition. Plus remarquablement, la recherche du Dr Chen a documenté ce qu'elle appelle l'empreinte informationnelle, un phénomène où les individus qui passent un temps prolongé à observer les fragments du calice commencent à rapporter des connaissances détaillées sur des événements historiques qui se sont produits au manoir, bien qu'il n'ait eu aucune exposition préalable à ces récits historiques spécifiques. Ces expériences rapportées incluent des descriptions précises de caractéristiques architecturales qui n'existent plus, des noms de personnes qui ont vécu au manoir il y a des siècles, et des détails sur la vie quotidienne qui sont vérifiés lorsqu'ils sont recoupés avec des documents historiques. Le bâtiment du musée lui-même continue de présenter les anomalies temporelles que les enquêteurs précédents avaient documentées. Les horloges synchronisées placées dans toute l'installation développent graduellement des écarts de chronométrage qui corrèlent avec l'intensité de l'activité surnaturelle. Pendant les expositions spéciales ou les programmes éducatifs qui se concentrent sur l'histoire du calice, ces distorsions temporelles deviennent plus prononcées, créant des variations mesurables dans le flux du temps entre différentes zones du bâtiment. La découverte la plus significative du Dr Chen concerne ce qu'elle appelle la résonance de conscience, la capacité apparente des fragments du calice à amplifier et préserver les états émotionnels humains. Ces instruments ont détecté des modèles électromagnétiques qui semblent encoder des informations complexes, incluant possiblement des fragments de mémoire d'individus qui ont eu un contact significatif avec l'artefact original au cours des siècles. Cette recherche a conduit au développement de nouveaux cadres théoriques qui tentent d'expliquer comment la conscience pourrait interagir avec des phénomènes au niveau quantique pour créer des effets qui paraissent surnaturels mais peuvent en réalité représenter des processus naturels mal compris. Le travail du Dr Chen suggère que la conscience humaine existe comme une forme d'information quantique qui peut, sous certaines conditions, devenir intriquée avec la structure fondamentale de la matière elle-même. Les implications de cette recherche s'étendent bien au-delà du cas spécifique du manoir de bois de chêne. Si la conscience peut effectivement laisser des empreintes mesurables sur les objets physiques, cela pourrait expliquer les artefacts historiques, les bâtiments anciens et les sites d'événements émotionnels significatifs. Ce que les générations précédentes attribuaient aux fantômes ou aux malédictions pourrait en fait être la preuve d'interaction au niveau quantique entre l'esprit et la matière que la science commence seulement à comprendre. Les visiteurs du musée rapportent souvent des expériences qui semblent confirmer les théories du docteur Dubois. Beaucoup décrivent se sentir observés en contemplant l'exposition du calice, ou ressentir des changements émotionnels soudains qui semblent étrangers à leur propre état mental. Certains rapportent de brefs aperçus de silhouettes en costume d'époque se reflétant dans la vitre de la vitrine d'exposition, bien que les caméras de sécurité n'aient jamais capturé la moindre preuve visuelle de telles apparitions. Les enfants qui visitent le musée semblent particulièrement sensibles à la conscience qui reste associée aux fragments du calice. Les programmes éducatifs conçus pour les jeunes visiteurs produisent systématiquement les lectures électromagnétiques les plus significatives, comme si l'artefact répondait plus fortement aux esprits, qui n'ont pas encore appris à rejeter la possibilité de l'impossible. Le docteur Dubois a documenté de nombreux cas d'enfants fournissant des descriptions détaillées de la vie au manoir à travers diverses époques historiques, des informations qu'ils n'auraient pas pu acquérir par les voies éducatives traditionnelles. Ces récits incluent souvent des détails sensoriels, l'odeur de la fumée de bois, le bruit des sabots de chevaux sur les pavés, la sensation de lourds vêtements de laine, qui suggèrent une connaissance expérientielle plutôt qu'intellectuelle. Les écoles locales ont commencé à intégrer des visites au musée dans leur programme d'histoire, non seulement pour apprendre sur le passé, mais pour participer à ce qui pourrait être la première tentative réussie de l'humanité de créer des interactions contrôlées entre la conscience passée et présente. Les étudiants qui suivent ces programmes démontrent souvent une rétention remarquable de l'information historique et font preuve d'une empathie accrue pour les luttes et expériences des gens d'époques antérieures. La communauté environnante s'est progressivement adaptée à vivre avec le mystère continu des fragments du calice. Plutôt que de voir l'activité surnaturelle comme une menace,
La plupart des résidents en sont venus à la considérer comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Une connexion unique avec le passé qui enrichit leur compréhension de l'histoire et de l'expérience humaine. Les prix de l'immobilier dans la région ont en fait augmenté au cours de la dernière décennie, alors que les gens cherchent à vivre près de ce qui est aujourd'hui reconnu comme l'un des sites les plus significatifs au monde pour la recherche sur la conscience. La combinaison d'une investigation scientifique rigoureuse avec le respect du mystère historique a créé une atmosphère où l'enquête rationnelle et l'émerveillement peuvent coexister de manière productive. L'héritage du manoir a également influencé les approches contemporaines de la préservation historique et de la conception de musées. Plutôt que d'essayer de contrôler complètement ou d'éliminer les phénomènes anormaux, les institutions du monde entier commencent à réfléchir à la façon dont de tels effets pourraient être intégrés, en toute sécurité dans des expériences éducatives qui aident les visiteurs à se connecter plus profondément avec les récits historiques. L'équipe de recherche du Dr Dubois continue de développer de nouvelles technologies spécifiquement conçues pour étudier les interactions conscience-matière. Leur travail a attiré des financements d'universités et d'institutions de recherche du monde entier, car les implications de leurs découvertes s'étendent à des domaines allant de la physique quantique à la psychologie cognitive, en passant par le développement de l'intelligence artificielle. Peut-être plus important encore, la recherche en cours au manoir de Bois de Chêne représente un nouveau modèle pour la façon dont la science pourrait aborder les phénomènes qui ont traditionnellement été rejetés comme surnaturels. Plutôt que de supposer que les événements inexpliqués doivent être soit complètement naturels, soit complètement impossibles, l'équipe du Dr Dubois travaille à partir de la prémisse que la réalité elle-même pourrait être bien plus étrange et merveilleuse que nos paradigmes scientifiques actuels ne peuvent l'appréhender. Alors que notre voyage à travers cette histoire sombre touche à sa fin, nous voilà confrontés à des questions profondes. Maintenant que nous atteignons la fin de notre exploration, chers auditeurs, vous avez été témoins d'exactement ce que j'avais promis au début. 3. Reliques maudites dont les histoires documentées ont révélé ce schéma glaçant de réclamer précisément 5 vies chacune avant que la science moderne puisse commencer à comprendre pourquoi. Du cœur d'obsidienne au château de Corbeau-Creux, au fragment du calice d'argent au manoir de Bois de Chêne, nous avons retracé comment la beauté et l'horreur peuvent devenir mystérieusement entrelacées à travers les siècles. Ensemble, nous avons découvert quelque chose de remarquable, que la danse éternelle de l'humanité avec l'inconnu révèle autant sur notre courage que sur le surnaturel. Des sorciers de l'Égypte antique aux alchimistes médiévaux, des érudits de la Renaissance aux chercheurs modernes, chaque génération a affronté ces phénomènes inexplicables avec la même réponse fondamentale. Non pas la fuite, mais la curiosité. Ce qui me frappe le plus profondément dans ces histoires n'est pas l'obscurité qu'elles révèlent, mais la lumière qu'elles jettent sur l'esprit humain. À travers chaque époque que nous avons explorée, face à des phénomènes qui défièrent la compréhension, les gens ne se sont pas simplement recroquevillés de peur. Ils ont questionné, ils ont enquêté, ils ont cherché à comprendre. Même quand leurs méthodes semblaient primitives selon les critères d'aujourd'hui, même quand leurs conclusions les menaient sur des voies que nous considérons maintenant comme erronées, l'impulsion sous-jacente était fondamentalement belle. Le désir de comprendre notre monde et notre place en son sein. Imaginez un instant un jeune érudit dans un monastère médiéval, penché sur d'anciens textes à la lueur d'une chandelle. Le vent hivernal hurle dehors, dans sa cellule de pierre, mais il persiste, animé par une curiosité insatiable concernant les mystères qui l'entourent. Il sait que d'autres ont qualifié de telles quêtes de dangereuses, voire d'hérétiques, mais il continue car quelque chose au plus profond de lui refuse d'accepter qu'une connaissance puisse rester à jamais cachée. Ce même esprit qui poussait nos ancêtres à chercher la compréhension dans l'obscurité continue de nous animer aujourd'hui, bien que nos outils et nos méthodes aient évolué au-delà de leurs rêves les plus fous. Les praticiens de la magie que nous avons rencontrés n'étaient pas nécessairement les méchants que l'histoire a parfois dépeints. Beaucoup étaient des guérisseurs, cherchant à soulager la souffrance à une époque où la médecine conventionnelle offrait peu d'espoir. D'autres étaient des philosophes, tentant de comprendre les forces fondamentales qui gouvernent l'existence. Oui, certains se sont adonnés à des pratiques que nous savons maintenant être nuisibles ou dénuées de sens, mais nous devons nous rappeler qu'ils travaillaient avec les connaissances disponibles à leur époque, guidés par des cadres de compréhension qui avaient du sens dans leur contexte historique. Considérez les alchimistes que nous avons rencontrés dans notre voyage. Bien que leur quête pour transformer les métaux vils en or puisse nous paraître insensée aujourd'hui, leur travail a posé les fondements de la chimie moderne. Leurs observations minutieuses, leur tenue de registre détaillée, leur volonté d'expérimenter, d'échouer et de réessayer. Ces qualités ont finalement mené à des découvertes révolutionnaires qui ont transformé notre monde. La ligne entre magie et science, nous l'avons appris, est souvent plus mince que nous pourrions l'imaginer.
Ce qui est particulièrement fascinant, c'est la façon dont ces figures historiques ont géré la peur et l'incertitude. Vivant à des époques où la peste pouvait frapper sans crier gare, où les catastrophes naturelles étaient perçues comme un châtiment divin, où la structure même de la société pouvait s'effondrer du jour au lendemain, ils ont malgré tout trouvé des moyens d'espérer, d'apprendre, de grandir. Leur résilience face à une terreur véritable nous offre un modèle pour gérer nos propres incertitudes. Les rituels et pratiques que nous avons explorés, même les plus sombres, révèlent quelque chose d'essentiel sur la nature humaine, notre besoin de contrôle dans un monde incontrôlable. Face à des forces dépassant leur compréhension, les gens ont créé des systèmes de sens, développé des pratiques qui leur donnaient un sentiment de maîtrise, trouvé des moyens de croire qu'ils pouvaient influencer leur destin. Bien que nous ne puissions approuver toutes leurs méthodes, nous pouvons certainement comprendre l'impulsion. Alors que vous vous glissez confortablement dans votre lit ce soir, peut-être réfléchirez-vous à tout ce qui a changé depuis ces temps anciens. Les peurs qui tenaient nos ancêtres éveillés la nuit, peste, famine, invasion, vengeance surnaturelle, ont largement été conquises par l'ingéniosité et la coopération humaine. Nous avons illuminé beaucoup des coins sombres qui terrorisaient autrefois des civilisations entières. Nous avons développé des médicaments qui sembleraient miraculeux aux guérisseurs médiévaux, des technologies qui paraîtraient magiques aux érudits de la Renaissance. Pourtant, à certains égards, nous n'avons pas changé du tout. Nous cherchons toujours à comprendre les mystères qui nous entourent. Nous luttons toujours avec des questions de sens et de but. Nous demeurons toujours fascinés par les histoires du surnaturel, de l'inexpliqué, du magique. Peut-être est-ce parce que ces récits parlent à quelque chose de fondamental en nous, notre reconnaissance que la réalité est bien plus étrange et plus merveilleuse que nous nous permettons habituellement de le croire. Maintenant vous avez vu comment le motif se révèle. De beaux objets imprégnés de tragédie, réclamant exactement 5 vies à travers différentes époques, mais nous enseignant finalement que la plus grande magie que possédèrent nos ancêtres ne se trouvait pas dans leurs sorts, ou potions, ou rituels élaborés. Elle se trouvait dans leur capacité d'émerveillement, leur volonté de croire que le monde renfermait des secrets qui méritaient d'être découverts, leur foi que la compréhension était possible même dans les temps les plus sombres. Cette même magie vit en chacun de nous aujourd'hui. Chaque fois que nous choisissons la curiosité plutôt que la peur, chaque fois que nous cherchons à apprendre plutôt qu'à simplement juger, chaque fois que nous approchons l'inconnu avec des esprits ouverts et des cœurs généreux, nous honorons les meilleures traditions de ceux qui nous ont précédés. Ce soir, alors que vous sombrez dans le sommeil, vous portez en vous la sagesse accumulée d'innombrables générations. Le courage des explorateurs anciens, la persistance des érudits médiévaux, l'ingéniosité des innovateurs de la Renaissance, les découvertes des chercheurs modernes, tout cela vit en vous. Vous faites partie d'une chaîne ininterrompue de curiosité humaine qui s'étend de nos premiers ancêtres jusqu'au futur que nous pouvons à peine imaginer. Les histoires que nous avons partagées ce soir nous rappellent que chaque époque a ses mystères, ses défis, ses opportunités de croissance et de découverte. Nos ancêtres ont affronté leurs inconnus avec les outils qu'ils avaient à disposition. Ils ont créé du sens au milieu du chaos, trouvé l'espoir dans les temps les plus sombres et transmis leurs connaissances pour que nous puissions construire sur leurs fondations. Alors que vous fermez les yeux et laissez le sommeil vous embrasser, souvenez-vous que vous faites partie, vous aussi, de cette grande histoire. Les mystères qui vous fascinent, les questions qui vous animent, les espoirs et rêves que vous portez, ceux-ci vous connectent à chaque chercheur de vérité qui ait jamais vécu. À votre manière, à travers vos propres choix et actions, vous continuez l'ancienne tradition humaine de repousser l'ignorance, de choisir la lumière plutôt que les ténèbres, de croire que la compréhension vaut toujours la peine d'être poursuivie. Peut-être ce soir, alors que vous vous installez dans le confort de votre propre refuge, vous retrouverez-vous à contempler les objets qui vous entourent avec un regard neuf. Ces bijoux anciens, ces héritages familiaux, les pièces vintage qui portent des histoires de propriétaires précédents, chacun pourrait receler des mystères que nous commençons seulement à comprendre. Si cette exploration des reliques maudites et de leurs schémas documentés a éveillé votre propre curiosité concernant les mystères inexpliqués de l'histoire, sachez que vous faites partie de cette même tradition intemporelle d'émerveillement qui a alimenté les découvertes humaines pendant des millénaires. Chaque question que vous posez, chaque mystère qui capture votre imagination, vous relie à cette chaîne infinie de chercheurs. Faites de beaux rêves, chers auditeurs. Que votre repos soit paisible et vos rêves emplis de douces merveilles. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les ombres les plus intrigantes de l'histoire. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un autre recoin fascinant de l'histoire, bonne nuit et dormez bien.